Ok. T'es prêt? À partir de maintenant, je suis plus raciste, c'est bon. Promis. Bonjour, bonsoir, bon après-midi Internet et bienvenue dans cet épisode de podcast dédié à ma nouvelle obsession sérielle du printemps. J'ai nommé Shogun. Je suis Mimi Hegel, créatrice de contenu, autrice et commentatrice de séries télé diverses et variées. Vous pouvez retrouver mon travail partout sur Internet en suivant les liens dans la description. Et je suis aujourd'hui accompagnée de mon cher et tendre, d'une personne délicieuse, d'un homme passionné et passionnant. J'ai nommé Nodus, Valentin Sebeau. Bonjour. Bonjour. C'est moi. Passionné, passionnant, en vrai, je suis content. Tout à fait, je suis passionné et passionnant. Surtout le Japon. Alors, on va parler de Shogun ensemble, mais avant tout, on va te présenter un petit peu et parler, pourquoi pas, de ton rapport au Japon. Qui es-tu, Nodus? Et déjà, est-ce que je t'appelle Nodus ou Valentin dans ce podcast? Les deux me vont. Sinon, Hein, je peux t'appeler Baby. Non, parce que non, vraiment non. Ok. Anjin-san, qui es-tu? Je suis Valentin, je suis Nodus, je suis journaliste dans le jeu vidéo, mais aussi pas que le jeu vidéo. Voilà, j'écris sur les communautés en ligne, les trucs bizarres de l'internet. Et il s'avère également que je mate moi aussi des séries. Seulement, voilà, je n'en fais pas de podcast, donc je suis toujours très content de faire des podcasts sur les séries avec toi. Mais également sur les films, puisque voilà, tu me demandais mon rapport au Japon. Mon rapport au Japon, il est très simple. Connais-tu Fast and Furious Tokyo Drift? J'ai envie de partir de qui a mon podcast. Qui a quand même pas mal forgé mon amour, ma passion, ma connaissance du pays du soleil levant, Mais finalement. qui a aussi limité ta connaissance de ce pays à Tokyo Drift. Non. Disons que tu n'es pas le plus... Alors déjà, si vous voulez entendre Valentin vous parler de ce chef-d'œuvre du cinéma qui est Fast and Furious 3 Tokyo Drift, n'hésitez pas... Il n'y a pas de 3. Il n'y a pas de 3. Pardon. Fast and Furious Tokyo Drift. Soyons précis. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des suites avec des chiffres. On a fait tout un épisode du Film Club, le podcast cinéma que je co-anime avec Fabrice Florent tous les mois sur Tokyo Drift avec Nodus en guest. Le lien est dans la description. N'hésitez pas, l'écoute vaut le détour. J'ai envie de dire que vous ayez vu le film ou pas, c'est un beau moment de vie à passer. Mais oui, mais comme le film est un beau moment de vie à passer. Parfois. Et donc, tu, certes, as une passion pour Tokyo Drift, mais t'es pas le plus nippophile des gens que je connais, et encore moins le plus nippophile de tes collègues du milieu du jeu vidéo. Il y en a, bon, ils ont fait l'INALCO, ils ont fait japonais LV3, ils ont des opinions, ils jouent à des jeux japonais, soit de rythme, soit avec des magical girls qui ont des gros seins. Évidemment. Voilà, un énorme bisou à Pipo Mantis qu'on embrasse. Toi, t'es pas trop dans ce lore-là, t'es plutôt jeu occidental. Ouais, alors même je suis pas trop, j'ai même pas cette passion, je dirais, pour le Japon que certains peuvent avoir de ma génération ou la génération du dessus parce qu'ils ont grandi avec des animés, avec le Club Dorothée, ce genre de choses. Moi, j'ai pas ça. J'aime bien le Japon et j'aime bien l'histoire du Japon, mais je l'ai toujours trouvé très compliqué à suivre et je m'y suis honnêtement jamais non plus trop intéressé. On a quand même regardé ensemble beaucoup d'épisodes de Japon Investigation. Une émission de reportage. Ouais, tu vois, je préfère Shogun. Ouais, pour comprendre le Japon, je conseillerais Shogun. Japon Investigation, c'est une émission alors, qui est sur YouTube. Mais est-ce aussi qu'on est sur vraiment une en chaîne, train. Ça fait 3 minutes. J'ai noté sur mon cahier T'es Japon vraiment Investigation. en train de parler de Japon, putain Oh là là. Japon Investigation est une émission de reportage à petit budget disponible sur internet, mais aussi à la télé, dans lequel un Babtou va au Japon et nous emmène dans des endroits comme par exemple des pizzerias, mais aussi des centres commerciaux un peu random. Voilà, on a regardé beaucoup d'épisodes pour avoir une vision du Japon moderne. Ouais, c'est pas ce qui m'a non plus trop sensibilisé à finalement tout ce que le Japon a à offrir. Hein. Moi également d'ailleurs, je ne suis jamais allé au Japon, contrairement à toi. On devait y aller, mais le Covid, petit ange, arrivé trop tôt et parti trop tard. Il n'est pas parti. Il est pas parti. Mais effectivement, on avait pour projet d'aller au Japon en 2020. Voilà, rire du public. Et depuis, on a décidé de quitter nos emplois respectifs, donc on n'a pas les moyens d'aller au Japon pour l'instant. Mais on ira un jour, et moi j'ai eu la chance d'y aller en, je sais plus, 2014 ou 2015, pour y passer 10 jours avec ma grande sœur. C'était super, et en vrai, c'était comme dans ma tête. J'étais là, genre, te hype pas trop, peut-être que ça va pas être comme dans ta tête. Et je suis arrivée, j'ai fait, non, The Beast, c'est trop comme dans ma tête, c'est trop bien. Mais heureusement, grâce à Shogun, je peux visiter le Japon féodal. Et ça, c'est intéressant. Non, donc voilà, mon rapport au Japon, il est là. Mais on en parlera, on aura plus l'occasion d'en parler davantage pendant le podcast. Mais Shogun, c'est une série qui me donne envie, tu vois, d'aller faire des recherches, d'aller m'y intéresser et tout. Et en vrai, c'est une porte qui s'ouvre vers plein de trucs whole new world. de fou. Le pays du soleil levant. Grave. L'archipel, pardon. Bon.
Oui. J'ai juste dit On peut archipel. juste faire des allégories du Japon en long, en large et en travers. On en fera sûrement beaucoup pendant cette discussion. Petit point programme pour ce podcast. On va vous faire toute une première partie sans spoiler pour vous parler de notre avis global sur Shogun et pourquoi pas vous donner envie de regarder. Parce que je sais que certaines personnes écoutent des podcasts de plusieurs heures avec moi dedans sur des séries qu'ils ne regardent pas. Je vous embrasse même si je ne vous comprends pas. Donc on va faire toute une première partie sans spoiler que vous pouvez écouter, que vous ayez lu le livre car c'est un livre ou non, regardez la série qui à l'heure où on tourne est au 4e épisode sur Disney+, ou non, et ensuite on vous fera une alerte spoiler pour discuter un peu plus en profondeur des personnages, de l'intrigue, de ce qu'on attend pour la suite. Et petit point, qu'est-ce qu'on sait ? Moi j'ai lu le livre parce que je n'ai aucun self-control et que entre l'épisode 3 et 4 j'ai décidé que j'avais plus envie d'attendre et j'ai lu un roman de 1200 pages qui s'appelle Shogun, un livre de James Clavell. Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps tu l'as lu, s'il te plaît ? Bah du coup une semaine quoi. Enfin, si Non, arrête, tu mens. Cinq. Non, ouais, non. Bah si, j'ai regardé entre l'épisode 3 et 4. Non, mais tu l'as lu en moins que 5 jours. Mais Arrête. après, tu vois, Arrête. les gens... C'est comme binger des séries. Je sais pas si c'est sain Non, mais de faire d'accord, ça, mais je fais ça. Donc oui, j'ai lu le livre, donc moi je sais ce qui va se passer. Sauf si la série prend des libertés. Toi, non. Et bien sûr, je vous spoilerai pas la suite. Je ne voudrais pas te gâcher le plaisir, Valentin. Merci. Ni à vous, chers auditeurs et auditrices. Donc voilà, vous pouvez, si vous êtes spoilerphobe comme moi, naviguer en toute sécurité. Pas comme... Engine-san Engine-san à bord de l'Erasmus. Sécurité. Et oui, oh là là. Non, mais t'as vu comment j'ai révisé là, franchement, moi je suis chaud de fou. Est-ce que tu te sens, Valentin, de résumer Shogun, oui, de fou. de présenter Shogun à celles et ceux qui ne connaissent pas? Donc, sans spoiler. Alors, ok, donc sans spoiler. Alors, Shogun, série disponible sur Disney+, depuis quelques semaines, 2-3 semaines, 4 semaines maintenant. Est une série dont la première saison sera composée de 10 épisodes et qui nous parle de... alors attends, j'ai noté les noms parce que oui, pendant ce podcast, il y a beaucoup de noms et évidemment beaucoup de noms aussi en japonais. Et pour ne pas tous les oublier ou les mélanger, j'ai mes petites notes. Donc je vais peut-être le moment de préciser à celles et ceux qui ne sont pas familiers de tes particularités que en général les noms des acteurs, les noms des personnages, c'est déjà pas ta passion. Bah ouais, j'ai encore confondu la semaine dernière Brad Pitt et Tom Cruise premier degré. Mais donc bref. Il y a zéro vanne. Donc voilà, ce n'est pas du racisme si Valentin confond deux japonais, ce serait pareil avec des blancs vraiment. Donc Shogun, résumons Shogun. Alors déjà moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que ça commence sur un bateau. La série commence, t'es là, il y a un bateau. Pourquoi il y a On adore les bateaux. Pourquoi il y a un bateau ? Parce qu'on est en 1600. 1600, on est à l'ère Edo au Japon. Et à ce moment-là, dans le monde, il s'avère que le Japon, ils sont un peu genre, tu vois, ils font leur petite vie. Ils font leur bail dans leur coin. Déjà, c'est une île, un archipel. Et à l'époque, il n'y a pas l'avion. Il n'y a pas voilà, donc c'est très vrai. Les gens qui veulent aller au Japon, ils doivent naviguer en bateau. Et donc, il s'avère que il y a des gens qui l'ont fait. Ce sont les Portugais catholiques, qui sont actuellement au Japon et qui ont en gros une sorte de mainmise sur la route commerciale qui les mène au Japon. Ils l'ont dit à aucun autre pays de l'Europe. Ils veulent pas dire comment on y va. Ils veulent pas là, dire. Non, on vous dit pas la route. Ils veulent tout le saquer pour eux. Jusqu'à ce qu'un certain, et c'est là que c'est intéressant, avoir noté les noms. Un certain bateau mené par le capitaine. Alors il est pas capitaine, il est pilote. Oui, c'est vrai. Alors, en plus, c'est un point important de la série. Ah, c'est un peu. Oui. Mais donc, son nom, quoi. John Blackthorne, qui est joué par un gars qui. Alors, désolé, mais vraiment, il faut le dire dès le début. On va parler de l'acteur, son nom, et je ne rigole pas, hein, c'est pas un pseudo, son vrai nom de la vraie vie, il est sorti de sa maman à l'époque. Et sur la fiche de naissance, Cosmo Jarvis. La vie de ma mère, on dirait une attraction. C'est peut-être un nom de scène, je sais pas. Je vais vérifier. On dirait une attraction à Disneyland. Genre, mais j'adorerais m'appeler. Tu veux, on fait le Cosmo Jarvis ? Bah ouais, j'adore le Cosmo Jarvis. C'est vraiment un héros de BD un peu science-fiction des années 80, tu vois. Donc ça marche très bien pour incarner le héros d'un roman des années 70 qui a donné une première mini-série dans les années 80 aux États-Unis avec Richard Chamberlain dans le rôle du coup de Blackthorne, qui a eu beaucoup de succès. Mais alors moi j'en avais jamais entendu parler. Je pense que je suis un peu trop jeune et un peu trop française. Mais du coup pour un certain public c'est un renouveau Shogun de quelque chose qu'ils avaient déjà adoré. Donc effectivement, donc Japon féodal 1600, des bateaux. Au Japon, les Portugais catholiques sont les seuls à dealer avec les Japonais. Ils comprennent ils peuvent discuter en japonais. Et c'est vraiment le seul intermédiaire qu'a le Japon avec l'Europe. Jusqu'à ce que Monsieur Blackthorne, dont le but était donc d'arriver au Japon, en passant par le détroit de Gibraltar, c'est ça ? Non, attends. Non. Magellan, c'est l'autre. Non, Gibraltar, c'est... Magellan.
Si vous avez cherché vas-y, sur une carte Gibraltar, Moi, tu crois et que je dites-vous, participe à tes podcasts pour me faire ridiculiser sur un... Je vais me faire cancel t'es encore. fort à GeoGuessr et tout en plus. Oui, ben... Et voilà, regardez l'Angleterre, regardez le Japon, regardez où est Gibraltar et imaginez un bateau qui va d'Angleterre au Japon en passant par Gibraltar et revenez-nous, voilà. Donc, il est dans son bateau, machin, et au début de la série, effectivement, le bateau est en piteux état, l'équipage est... Enfin, il y a vraiment famine. Le scorbut et tout. Ouais, le scorbut, l'équipage, ils sont malades, ça fait des mois et des mois qu'ils naviguent. C'est le 5e, je crois, Non, si. Ils étaient partis à 5 navires et l'Erasme est le seul survivant. La flotte faisait 5 navires, ouais. À la fois à cause des dangers du voyage, notamment le détroit de Magellan, c'est très... Il y a beaucoup de tempêtes et tout. Et aussi, ils ont... donc c'est les Portugais et les Espagnols catholiques qui sont alliés au Japon. Ils sont encerclés par des navires portugais, par des navires espagnols, des navires de guerre qui peuvent les couler pour justement empêcher d'autres nations d'accéder au Japon. Donc sur 5 bateaux, il n'en reste plus qu'un. Et je crois que l'équipage, ils sont 12, un truc comme ça. Tous scorbut 4000, le capitaine, il n'y a plus dedans. Enfin, c'est pas la forme. Sauf pour John Blackthorne, qui reste relativement stock pour un mec en famine, tu vois. Tout le monde est un peu genre émacié et lui, il est là, bonjour. Imaginez une sorte de Tom Hardy, mais qui s'est pris un bus. Non, mais arrête, mais déjà il est beau. Non, et en vrai, il ressemble à Tom Hardy. Bref. Donc, Japon, machin, 1600 et tout. L'équipage va pas bien. Et en plus de ça, lui, Blackthorne, il s'obstine de fou. Et son capitaine, pour le coup, lui a dit en fait, moi je vais m'arrêter là. Fin de tournage pour moi. Tu continues si tu veux. Mais en fait, là, on a déjà perdu 4 bateaux. Tout l'équipage est mort. C'est insensé. Là, on devrait rentrer à la maison. Blackthorne, il dit, tu sais quoi, on va quand même y aller. On va manger des ramen, mon gars. Ouais, là il mangeait plutôt des rats morts. Mais. Là dans le bateau, donc Blackthorne en fait, voilà, il va pas bien et ils arrivent malgré eux à s'échouer sur le rivage de ce qui ressemble à une île, peut-être une forme d'archipel japonais. Et donc la série commence avec effectivement ce navire supposément anglais. Non, c'est un navire hollandais. C'est un navire hollandais, tout à fait. Les Anglais et les Hollandais qui eux sont protestants, c'est important. Oui, c'est important de le dire, mais et donc opposés politiquement et religieusement à l'Espagne et au Portugal catholique. Donc c'est un navire hollandais, l'équipage est hollandais, Blackthorne lui est anglais, et c'est un personnage, et ça deviendra important, qui est déjà polyglotte puisqu'il parle anglais, il parle portugais, il parle hollandais. Ouais. Et peut-être qu'il va apprendre une nouvelle langue bientôt. Ah ben là, oui, tout à fait, je pense qu'il va apprendre le japonais. Donc ce bateau arrive effectivement et truc super intéressant et qui fera le début de la série selon moi, il y a ce choc des cultures. Il y a ce choc où là on est entre tradition et modernité si tu veux, parce que on est entre pas se laver et se laver aussi. T'es là, il y a des gars en armure et tout, ils sont propres de fou, ils sont là en mode nani nana, je fais mes trucs. Tu vois un bateau, en plus mais la tête du bateau c'est compliqué à vous décrire en audio en podcast, mais dans Pirates des Caraïbes, le navire le Black Pearl du gars qui a les tentacules dans la barbe là, son navire t'as pas envie de monter dessus. Et ben là c'est pire. Et donc tu vois ça débarquer sur la côte. Le bateau il a un peu de la mousse et tout dessus quoi. Il est pas beau. Mais c'est un bateau armé de 20 canons de plusieurs armes à feu de type mousquet qui est plus puissant que les bateaux japonais puisque à ce moment-là le Japon ne navigue pas en haute mer, ils n'ont pas sillonné le globe comme les Européens. Du coup il y a quand même un côté, on voit pas souvent des bateaux comme ça, le seul bateau comme ça c'est le bateau des Portugais qui vient tous les ans faire du commerce. Donc là c'est un nouveau bateau occidental qui voit, et donc effectivement les Japonais commencent à baliser un peu, ils vont sur la plage et ils commencent à se demander quoi. Ils vont à l'intérieur du bateau, ils constatent que tout l'équipage est globalement au bout de sa vie et ils capturent Blackthorne et 5 ou 6 de ses hommes qui sont encore en vie. Ça doit être les seuls encore en vie. Et donc en vie étant une notion un peu floue pour l'état dans lequel ils sont, mais en tout cas ils respirent. Et donc l'objet de la série au début va donc être ce choc des cultures où le gars débarque au Japon, il parle pas japonais, les Japonais ne parlent pas anglais. Au début effectivement ils ne se comprennent pas. Et en plus de ça, il s'avère que Blackthorne qui arrive au Japon en étant donc lui protestant, contrairement comme tu l'as dit aux Portugais qui sont catholiques, il arrive à un moment clé de l'histoire du Japon puisque le Taiko est mort et donc le Taiko c'est donc une sorte d'empereur général suprême. En dessous de l'empereur. L'empereur y a l'empereur, c'est le chef divin du Japon et c'est un personnage qu'on verra peut-être dans Shogun mais qui est en place mais un peu tu vois intouchable, et en dessous il y a effectivement c'est le Gabriel Attal du Japon. Si tu veux.
Donc, Lionel Jospin. donc le Gabriel Attal du Japon vient de mourir et donc laisse sa place à potentiellement qui va vouloir la prendre. C'est un peu le Mélenchon de LFI, tu vois. Le jour où Mélenchon il meurt, dans LFI ça va être Shogun, Ouais, parce que c'est le pas chef trop. quand même important. Et donc Blackthorn doit non seulement avec son équipage essayer de pas se faire tuer, de se faire comprendre par les Japonais parce que les Japonais ils balisent de fou en le voyant arriver, mais lui il arrive aussi à un moment où les Japonais sont en train de commencer à se taper un peu dessus parce que il y a des conflits d'intérêts, des guerres et machin, on est La guerre civile. aux prémices d'une guerre civile, tout à fait. Mhm. Et donc la série ça va être une série de une série de relations, une série de politique, une série de manigances, de naninaner, et qui va s'articuler à la fois avec des dialogues en anglais et en japonais. L'anglais, ça symbolise le portugais dans le bouquin. En fait, personne au Japon ne parle anglais puisqu'il n'y a que les Portugais et les Espagnols qui ont été. Mais certes, en fait, ils ont aussi une mission d'évangélisation. Ils évangélisent le Japon en y implantant des communautés catholiques et en convertissant des gens à la fois dans un but de pouvoir, ça donne du pouvoir d'avoir le pouvoir religieux, bien sûr, mais aussi parce que c'est leur long game politique, c'est de vraiment prendre possession du Japon, les Portugais et les Espagnols. Ouais. Du coup, certains prêtres ont appris, puisque ça fait quand même plusieurs décennies qu'ils sont là, à certaines personnes nobles de la noblesse japonaise à parler portugais et latin, puisque c'est aussi la langue de l'église catholique. Donc il y a quelques personnes assez rares qui peuvent faire office d'interprète. Donc voilà mais dans la série, pour éviter d'avoir la moitié de la série en portugais et l'autre moitié en japonais, ce qui nécessite d'avoir des acteurs qui parlent aussi les deux langues, à mon avis, il n'y en a pas 1000, le portugais est remplacé par de l'anglais. Et c'est de toute façon pas une série que vous allez pouvoir regarder en faisant à manger à côté. Il faut être concentré, non seulement parce que à moins d'être fluide en japonais, vous aurez besoin des sous-titres, contrairement à l'anglais où parfois on peut s'en passer. Et même en étant fluent, en étant bilingue en japonais, en fait il parle un japonais vieilli, il parle un vieux japonais, un peu comme si on lisait Shakespeare dans le texte ou Molière dans le texte, tu vois, parce que ça se passe en 1600 et que on en parlera, mais les travaux de recherche autour de la série ont été phénoménaux pour une véracité historique, en tout cas une crédibilité historique, refaire des costumes, des pièces uniques, etc. Mais aussi dans le japonais qui parle, en fait, c'est pas parce que t'as fait japonais LV3 que tu peux comprendre la façon très ampoulée, parce qu'en plus c'est beaucoup de nobles dont ils parlent. Et il y en a qui ont des accents et tout, machin, qui sont pas des choses que toi et moi, on arrive vraiment à déceler, je pense. Non. Mais donc voilà, donc Blackthorn et son équipage arrivent, se font capturer, et à partir de là, la série va démarrer. Il va, lui, ne pas se faire tuer. Sinon, la série est courte. Sinon, il y a peu de séries. Voilà, je sais pas à quel point tu veux que je résume plus sans tomber dans Dans le pitch, il faut quand même parler de deux autres personnages principaux qui sont Toranaga et Maleko. Donc Toranaga, si tu veux je prends la Vas-y suite. pour Toranaga. Donc effectivement le Taiko qui avait réussi à unir le Japon, ce qui n'était pas une chose facile à l'époque, et alors que c'était un paysan venu de rien, etc. Donc il est devenu une figure un peu légendaire. Il est mort en laissant un héritier, un fils, mais qui est trop jeune pour gouverner puisqu'il a 7 ou 8 ans au début de la série, et il a donc prévu que le royaume du Japon risquait de nouveau se déchirer à sa mort puisque son héritier était trop jeune. Donc il a nommé avant de mourir un conseil de 5 régents qui doivent gouverner le pays d'un commun accord en attendant que son fils ait l'âge de gouverner. Et il a choisi 5 régents qui sont à la fois des seigneurs puissants mais aussi qui ont chacun des intérêts divergents et des inimitiés. Comme ça, il s'est dit, ils vont pas pouvoir s'unir tous contre un ou quoi, ils vont être obligés de faire des compromis et ça va maintenir une stabilité pendant 10 ans, le temps que mon fils soit en âge. Sauf que là, le fils n'est pas encore en âge et on arrive déjà à un point de rupture de cette stabilité puisque 4 des régents se sont alliés contre le 5e qui s'appelle Yoshi Toranaga, qui est le 2e personnage principal au même niveau que Blackthorn de Shogun. Qui est un seigneur très puissant, issu d'une lignée ancestrale qui s'appelle les Minowara, pareil, une lignée considérée comme divine, etc. Il est accusé par les co-régents de vouloir prendre le pouvoir et devenir shogun, ce qui est, pareil, c'est en dessous d'empereur, mais c'est un titre très puissant, et il n'y a pas eu de shogun depuis plus d'un siècle, je crois. Donc il est accusé de vouloir prendre la main mise sur le pouvoir et renverser l'héritier. Lui s'en défend toujours. Il dit « Je ne veux pas être shogun, je ne veux que protéger l'héritier de mon cher Taiko, paix à son âme qu'il repose en paix, j'étais son ami, blabla ».
Est-ce qu'il est Bon. sincère ou pas? On verra. Is no good, il voulait pas être calife à la place du calife peut-être. Écoute, il dit que Bon. lui ne veut que protéger la Oui. paix et les souhaits de son ancien maître disparu Oui. avec son jeune héritier. Mais il est dans la sauce et du coup, Blackthorn se retrouve être un enjeu et un outil politique aussi, Oui. puisque une partie de ses régents sont catholiques. Donc Toranaga se retrouve avec un occidental, mais pas un catholique, et ni un portugais, qui du coup va pouvoir ouvrir une brèche dans en fait le statu quo, puisqu'on arrive à un moment où Toranaga il est à une semaine de se faire exécuter. Donc Oui, il n'a pas tout beaucoup à de fait. temps pour agir. C'est un peu un coup de la dernière chance, mais le karma lui envoie ce drôle d'anglais et il décide de s'en servir aussi comme outil politique, à la fois pour l'aspect de la guerre de religion, mais aussi parce que Blackthorn a des compétences qu'ils n'ont pas. C'est un pilote Tout à fait. apte à naviguer les hautes mers et il connaît les canons, etc. Donc il peut en plus leur apporter une puissance militaire. Et pour pouvoir communiquer avec Blackthorn, Toranaga lui associe l'une des femmes de son entourage, des femmes nobles de son entourage. Mariko Sama. Et oui, Lady Mariko Sama, qui est une jeune femme qui a en plus vécu une grande tragédie, on ne Ouais. sait pas exactement, mais on comprend que sa famille, elle a plus de famille, et qui parle portugais et japonais. Elle a puisqu'elle fait, ouais. est chrétienne. Elle a fait LEC anglais à la Sorbonne, heureusement, Oui. à la Sorbonne d'Osaka, parce que elle peut parler anglais. Heureusement, parce que Entre deux petits cafés noisettes, elle Ouais, a écouté ouais. en cours, quoi. heureusement qu'elle parle anglais quand même, parce que enfin portugais en l'occurrence, mais ouais. Du coup, voilà je dirais le troisième personnage principal. Il y a Ouais. Blackthorn, il y a Toranaga et il y a Mariko qui fait office d'interprète, mais pas seulement, puisque Oui. c'est elle qui va initier Blackthorn à toute la complexité de la culture japonaise, tout en ayant elle-même ses propres bails Mhm. à gérer, ses propres ambivalences entre son rôle de samouraï qui doit obéir à son Elle est seigneur loyale à- qui est oui, tout à fait. Toranaga, Mhm. son rôle de japonaise, son rôle de chrétienne catholique et peut-être son rôle de femme aussi. Peut-être, mais ça c'est très secondaire Je vous dis comme c'est. dans la série. Elle est pas moche à regarder et Blackthorn non plus. Bon, On verra qu'est-ce qui va se passer, on sait pas. donc c'est ça le pitch de Ouais. Shogun. C'est Et, ce marin anglais, premier anglais au Japon, qui se retrouve au milieu Ouais. d'une guerre de pouvoir. Et alors, il faut, je pense, parler d'un truc aussi, puisque tu viens de prononcer premier anglais au Japon. Et donc, Blackthorn, le personnage de Blackthorn, s'inspire d'un vrai capitaine de navire, d'un vrai pilote qui s'appelle William Adams, je crois, qui était le premier anglais à avoir mis pied au Japon. Et c'est une série qui veut pas faire de. C'est pas comment dire. C'est pas un documentaire. On est vraiment sur de la fiction historique. Ça va se baser sur des coutumes, des vraies régions, des vêtements et des traditions qui, pour la plupart, sont vraies. Mais ce que la série va raconter, c'est de la fiction. Oui, Toranaga n'est pas un vrai gars, Voilà. Blackthorn n'est pas un vrai gars, Mariko n'est pas une vraie meuf, même s'il y a des inspirations effectivement historiques pour de tels personnages. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Shogun? Déjà, Mais moi, à j'aime quel point trop. t'étais... Alors moi, je l'avais pas vu venir comme ma série phare du printemps. Je pensais que ce serait une série HBO qui s'appelle The Regime, avec Kate Winslet notamment et Matthias Schoenaerts, qui est genre... Je connais merde. évidemment les deux. Hein. Kate Winslet, c'est la dame de Titanic, Valentin. Celle qui joue Rose. Oui. D'accord. Et Matthias Schoenaerts, c'est un excellent acteur qui a notamment joué dans Deux rouillés d'os, qui est français ou belge, je sais pas. Bah voilà, super. Désolé. Tu fais mal ton taf, en Et plus. qui Bah, est... Je veux pas l'objectifier, mais ça fait partie de son charme. Oui, C'est un bon, peu voilà. le John Berntal de nos contrées, tu sais. Il a une virilité sexy D'accord, comme ça. ouais, là. je vois, je vois. The Regime, c'est une série HBO, donc dispo sur le Pass Warner via Amazon Prime, qui est par les producteurs, par une partie des producteurs de Succession. C'est une Mhm. dystopie grinçante avec Kate Winslet. Je pensais que ça serait ma série star. Bon, j'ai regardé qu'un épisode pour l'instant, mais j'avoue que je suis perplexe. Hein. J'étais Ouais, là, non, Je ouais. sais pas si j'aime bien. C'est très caustique, très bizarre. Et alors Shogun, par contre, Ah bah Shogun Tonight. ma passion. Mais- Mais moi, je savais que ça. Enfin, j'avais pas mal de cases à cocher. C'est une série politique, historique, médiévale. Et c'est des choses que j'aime beaucoup, avec plein de dialogues, plein d'intrigues. Mais et aussi, j'aime bien les bateaux. Oui. Genre, j'étais obligée à regarder Master and Commander. J'ai regardé Bah. plein de vidéos YouTube sur les bateaux du 19e, du 17e. C'est vrai que la personne aime beaucoup les bateaux. Hein. Voilà, tiens donc à je le me dire. disais, bon, moi c'est facile. Bien sûr, j'aime bien Shogun, et j'aime bien le Japon aussi. Mais toi, c'est quoi ton avis? Qu'est-ce que t'en attendais? Et à quel point t'es hypé? En vrai, plus je matais la série, plus ça me sauçait.
C'est vraiment une forme de révélation, je dirais. Je pensais pas apprécier, parce qu'en plus moi j'ai un petit grief, enfin j'ai plusieurs petits griefs vis-à-vis de ce genre de série habituellement. J'aime pas les trucs où il y a trop de costumes. Vraiment c'est con, mais là en plus désolé, vous êtes tous des samouraïs en armure et tout. Ils ont des coupes de vache, on va en parler après, mais un Il y délire. a un point cheveux. Et moi ça me sort un peu du bail quand, tu vois, genre on est Faut trop- les prendre au sérieux. si quoi. on est trop en mode Marie-Antoinette et tout, je suis là, bah c'est pas désolé, mais c'est une pièce de théâtre. Et en fait, et en, en fait, ça passe de fou. Donc ça, c'est un truc qui moi m'a pas trop dérangé. En fait, on se prend très vite au jeu. J'en attendais à la base. Tu m'as un peu vendu ça comme une forme effectivement de ce que j'en avais compris. Donc tu m'en as pas trop dit non plus, mais de ce que j'en ai compris, c'était une sorte de House of Cards / Game of Thrones au Japon féodal. Et en vrai, effectivement, c'est ça. C'est beaucoup plus une série basée sur les relations humaines et sur les conflits de pouvoir et les mouvements de pouvoir et d'influence. En ça, elle fait beaucoup penser effectivement à Game of Thrones ou à peut-être pas Succession, moi je trouve, mais un peu House of Cards. Voilà, il y a vraiment beaucoup de politique. Et non, en vrai, j'aime trop. Le premier épisode, en fait, te met directement dedans. Et en fait, moi, je me suis attaché tout de suite à Blackthorn et à son équipage. Et voilà. Et il y a ce truc qui, moi, fonctionne, je trouve, à merveille et qui fait. Enfin, qui est l'un des trucs que j'aime le plus dans la série. C'est qu'ils arrivent à retranscrire ce sentiment d'incompréhension. Tu te mets. En fait, tu vois les Japonais au début à travers les yeux de Blackthorn. Alors nous, on est sur Disney+, donc le japonais est sous-titré, mais pour Blackthorn, il avait pas Disney+. Donc Non, il avait pas pris l'abo. non, il avait pas l'abo, bah, il avait déjà Netflix et tout, donc galère Ouais, il de avait fou. tenté le VPN, mais ça marchait plus. Après, Ouais, les 3 non, de ouais. Magellan, ça captait pas. Et donc lui, c'est pas sous-titré. Et la série arrive non seulement bien à retranscrire cette incompréhension et cette folie de, en fait, je sais pas si je vais me faire tuer à tout moment ou si là ils sont en train de parler de, enfin, tu vois, on sait jamais. Le mec est dans le flou en permanence et il y a une peur de l'étranger, une peur de bah oui, une peur de. Il y a des gens. De la perte de contrôle aussi. Et puis il y a Ouais. des valeurs qui s'opposent à la fois parce qu'ils n'ont pas la même religion, mais aussi Tout à fait. parce que c'est culturellement tellement éloigné, que ça soit dans l'hygiène, le respect, la façon bah. de s'adresser à autrui, qu'est-ce que c'est la fierté, l'honneur, les valeurs. Enfin, c'est de ça le deux hommes, bien Ah bah là, il arrive dans un pays où les métros ils sont à l'heure. Donc déjà, laisse-moi te dire que. Les métros ils sont à l'heure, mais si tu parles mal en réunion, Ouais, faut te ouais, verser ouais. beaucoup. Donc il faut prendre les deux quoi. Et il y avait un point, moi personnellement, qui me chauffait moins dans la série, mais qui toi t'intéressait un petit peu plus parce que t'as quand même globalement lu, comment il s'appelle, Ken Follett 113 000 fois, donc t'es plus dans ces bails-là que moi. Tous les trucs de catholiques et de protestants et d'en fait les Portugais sont Nam, 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 cathos, nam, machin et nam. tout. Voilà, moi je m'en fous. Et en fait, j'avais peur que ça me déplaise un petit peu et ce soit un point rédhibitoire pour moi dans Shogun. Mais en fait, pas tant, parce que c'est bien amené et ça me fait effectivement penser au fait que, ouais, les Japonais découvrent que non seulement les Occidentaux, ils ont pas tous la même religion, parfois ils se fritent de. Enfin voilà, ils s'engueulent. Oui, ils disent vous avez différentes sectes quoi. Ouais. Et je trouve ça trop bien. Et finalement, ouais, dans la série, c'est plus. Moi, je vois plus ça comme portugais contre anglais plutôt que protestant contre catholique pour l'instant. Et c'est pas un Tu point. peux pas dissocier les deux à l'époque. On peut pas séparer l'homme de l'artiste, c'est ça que tu dis. Tout à fait. Mais. Non, mais on règne encore de droits divins, etc. à l'époque. Évidemment, Donc, évidemment. Guerre de religion veut dire guerre politique, veut dire guerre de territoire, veut dire guerre tout court finalement. Mais donc, ouais, non, ultra happé dès le début, alors que j'en attendais pas forcément grand chose. C'est une série qui, je trouve, est super soignée dans son taf de costume, son taf de déco, même en vrai, visuellement. Visuellement, je trouve ça, la photographie et tout, enfin, je trouve vraiment ça très bien. Il y a un effet un peu vignetté sur l'image, Ouais. qui est un peu flou sur les bords et que je trouve hyper sympa et qui fait tout de suite un côté tableau et en même temps qui ajoute à ce truc d'étrangeté où Blackthorn en fait il a très peu de contrôle et il se laisse beaucoup porter, enfin Ah bah. il a pas le choix quoi, il se fait traîner, porter, etc. Oui. Et il y a ce côté ouais un peu, on dirait limite un rêve quoi, c'est genre parce que t'imagines t'es en 1600, Mais non, mais c'est t'as un bel. 30 ans, Mais t'es c'est né un dans bel. le Londres de 1570, les gens ils chient dans la rue, ok, vraiment c'est la réalité. Et encore, ça, c'est quand ils veulent être propres. Oui, Sinon, ou ils chient par chez eux. ils chient par la fenêtre. Et ça tombe sur les gens dans la rue. Et t'arrives au Japon, mon Non, mais- gars, les gens ils mangent du riz et du poisson cru, ils sont bien habillés, ils ont les cheveux propres, enfin c'est choquant. Alors, on va reparler des cheveux propres parce que on va en reparler. On va en Ils reparler. ont des cheveux propres, savamment Ils structurés. ont des cheveux coiffés. Je dirais pas qu'ils sont propres, tu vois, genre la façon dont c'est coiffé, on va quand même se calmer. On va en parler. Mais On va en parler. mais non, voilà, je me suis pris au jeu. Finalement, je suis peut-être plus attaché au personnage de
Toranaga que de Blackthorn. Que la série veut que Blackthorn soit le héros et qu'on s'y attache et machin, mais assez vite en fait il y a d'autres enfin comment dire, des storylines alternatives et des autres enjeux de puissance, voilà, c'est ça que je cherchais, qui se jouent, notamment avec Toranaga. Et en fait, moi maintenant, mon BFF, c'est Toranaga. Je l'aime trop, mais déjà, c'est le seul qui a pas une autoroute ou un trou dans les vaches. Lui, ils ont fait. C'est faux. Il y a aussi celui qu'on aime trop, Yabushige. Oui, Yabushige. Un de ses seconds qui a le meilleur drip. Non, mais lui, c'est même le plus mieux un drip. sapé. Non, Et lui, il a pas non plus l'auto. Donc, c'est vrai. parce que certains, en fait, les gens ont des coiffures associées à leur rang et à leur rôle. Le Shonmage, tout à fait. Le Shonmage. C'est la coiffure. Alors le Shonmage, c'est la pratique qui consistait à l'époque au Japon féodal et même encore aujourd'hui dans par exemple le sumo moderne et les lutteurs modernes. Certains reprennent justement cette tradition du Shonmage qui consistait en fait à couper les cheveux d'une certaine façon pour faire tenir le casque plus solidement à la tête. Par exemple, lorsqu'ils ont les vaches un peu en mode, ils s'auto-calvassent, tu vois, genre ils se mettent. Non, désolé, mais c'est réel. Faut faire l'audio description, c'est un peu. Ils s'auto-calvassent pour qu'il n'y ait que les vaches sur les côtés. Et il les laisse en mode. Ils rasent le milieu. Ouais. D'où l'autoroute. Et ça faisait mieux tenir le casque à Skip à l'époque. Bon, on verra. Mais surtout, c'est devenu après, au fil du temps, non seulement un moyen de faire tenir le casque, mais aussi un symbole de, une marque de statut en fait dans la société japonaise. Ça montre que tu es samouraï, que tu sais te battre. C'est comme porter tes épées, porter les insignes de ton seigneur. Ça indique ta profession et donc. Mais c'est perturbant au début. Très rigidifié. Au début, c'est perturbant parce qu'il y a quand même des gars. On peut poser un dessous de plat, genre on peut poser un bol dans leur vache. Ouais, un peu Michel Blanc quoi. Non, mais genre, enfin, ouais, au début, ça surprend, mais après, on y fait plus gaffe. Franchement, ça va. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc d'étrangeté dans le sens où quand on pense médiéval, quand on pense Moyen-Âge, même quand on pense fantasy, on voit du médiéval occidental avec des gens qui ont aussi des dégaines de fou, tu vois, mais auxquels on est habitué, les cheveux longs, les barbes, les chevaliers en armure, tout ça. Il y a aussi des moments où si tu prends du recul, et peut-être que si t'es quelqu'un qui est japonais et qui a jamais connu la culture occidentale, t'es là, ah ouais, c'est bizarre. Mais pour nous, les armures de samouraï, les armures de combat japonaises de l'année 1600, c'est quelque chose qui est assez différent. Et toi et moi, on n'est pas trop spécialement fans de films de kung-fu et tout, donc on n'est pas très familier de ces visuels-là. Et oui, il faut dépasser un petit peu le visuel, mais comme tu dis, ça se fait très vite. Tout comme très vite le fait qu'il parle japonais, que ce soit sous-titré, ça, tu vois, ton cerveau le remarque plus. C'est logique en fait. C'est fluide. Mais en fait, je pense que ça le fait bizarre à Blackthorn de voir des gens qui se coiffent, tu vois. Parce que lui, il a pas l'air d'avoir trop envie de se coiffer et son équipage non plus. Hein. Bah, il y a des points. Mais donc par rapport au Shonmage, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Il y a différents types donc de Shonmage. Il y a, en fonction de ton statut et de ta place dans l'armée et la société, tu peux avoir donc t'as le Shonmage, moi j'appelle ça le dessous de plat. C'est un Shonmage rond, un peu chaussé aux moines, voilà, littéralement. T'as le Shonmage autoroute. Ça c'est genre voilà, comme tu l'as dit, ils vont faire une forme d'autoroute de crâne au milieu des cheveux. Comme une crête mais inversée. Voilà, ouais, exactement. Une iroquoise. Non crête. Et après, il y a mon Shonmage préf, c'est celui de Toranaga, notamment. Lui, en fait, ils lui ont coupé des vaches. Et les vaches qu'ils ont coupées, ils les ont réunies. Et ils les ont cirées et genre a mis. Et tu vois, c'est en ça que je trouve que je pense que c'est pas propre. Non, ça dégue. T'as pas le Viveldop fixation béton en 1600 au Japon. En vrai, le sébum, ça fait tenir les cheveux. Donc je sais pas si c'est du musper de taureau ou un truc comme ça ou quoi, je sais pas, ou des algues parce qu'ils aiment bien genre je sais pas avec quoi ça tient. C'est du soja fermenté là, mais, le natto. Il a une saucisse de cheveux Toranaga et ça lui donne un drip incroyable. C'est comme une queue de cheval mais qui remonte vers le haut, ouais. Comme une queue de scorpion quoi. De fou. Ça claque. C'est trop bien. Donc voilà pour le petit point Shonmage. Je sais plus de quoi on parlait mais je sais que tu tenais, je sais que t'étais prêt. Tu as beaucoup mentionné les coiffures dans cette intro, donc il était temps de faire le point Shonmage. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que Toranaga soit au final ton préféré, alors que tu as dit la série voudrait que ça soit Blackthorn. En fait, la série est la Shogun de 2024, mais beaucoup en avant Toranaga par rapport à la fois au livre et à la première mini-série qui avait été faite dans les années 80, où notamment dans la première mini-série, c'est un choix aussi intéressant et qui est assez révélateur de l'époque, ils avaient décidé de ne pas sous-titrer le japonais. Donc, en tant que public occidental, tu ne comprends vraiment que ce que le personnage occidental comprend. Comme Blackthorn, et quand il parle japonais, tu ne sais pas ce qu'ils disent s'il n'y a pas Mariko pour traduire. Alors que nous, on comprend des choses que Blackthorn ne comprend pas, puisqu'on a les sous-titres sur le japonais, ce qui
donne autant d'importance aux storylines des personnages japonais qu'aux storylines de l'occidental ou des occidentaux, puisqu'il y a aussi quelques prêtres portugais, etc. qu'on va rencontrer. Il n'y a pas que Blackthorn et que des gens japonais autour. Mais du coup, au final, ça égalise beaucoup. Et l'acteur qui joue Toranaga, donc Hiroyuki Sanada, c'est un très grand acteur japonais, vu aussi dans beaucoup de films hollywoodiens, etc. Notamment dans Bullet Train qu'on avait vu avec. Mais je me disais bien que je l'avais déjà vu. Mais en fait, il a une tête. Tu l'as vu dans plein de trucs. Il a une tête. Je sais que je l'ai déjà vu dans plein de trucs. Ouais. Et toujours très digne, très classe. C'est un homme sexagénaire, je pense qu'il doit avoir la soixantaine, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est cool. Et il est aussi producteur de la série. Et la série est co-showrunnée par Rachel Kondo et Justin Marks. Rachel Kondo étant elle-même d'ascendance japonaise. Donc je pense que, en effet, dans cette version de Shogun, les intrigues japonaises et les personnages japonais sont autant, si ce n'est plus, intéressants et valorisés que les intrigues des occidentaux. Même si elles sont forcément liées, quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça qui. Parce que je trouve que la storyline occidentale en elle-même, de juste le navire va découvrir le Japon et voilà, machin, on les prend pour des pirates et tout, ça c'est cool. Mais ce qui fait, selon moi, le sel de la série et qui fait que je suis tendu à chaque épisode, c'est qu'en fait, les storylines des Japonais et des Occidentaux, se croisent. Et je suis limite plus intéressé par les guerres de puissance et les enjeux japonais. Et c'est trop marrant de se dire que Blackthorn, lui, en fait, au début, il comprend pas. Et il va commencer peu à peu à comprendre que, ok, en fait, ces Japonais là qui m'ont un peu pris sous leur aile, en fait, ils sont un peu en train de se taper dessus. Il y a des moments où il se passe des bails. Ils sont un peu en train de se servir de moi pour se taper dessus des fois. Oui, voilà. Quand les Japonais comprennent que, en fait, il y a tout ce truc au début de la série où il est considéré comme un barbare. On les appelle les barbares. Oui. Les deux peuples s'appellent mutuellement les barbares, puisque Blackthorn et son équipage pensent que les Japonais sont des barbares et les Japonais pensent que les Occidentaux sont des barbares, évidemment. Et tu vois, il les considère comme des moins que rien, ils les emprisonnent, ils vont leur jeter des tripes de poissons pourris. Et t'imagines l'odeur? Je pense l'odeur des gars déjà de base. Oui, mais ouais, c'est vrai. Qui viennent de s'échouer. Bon, mais en fait, il y a une forme de rudesse quoi dans leur accueil. Et plus ils apprennent à se connaître, plus ils apprennent déjà à considérer que Blackthorn n'est peut-être pas autant un barbare qu'on le pensait. Et réciproquement, Blackthorn va aussi penser que les Japonais ont des coutumes différentes, mais qu'en fait, c'est pas pour autant qu'ils sont des barbares. Et il y a ce truc il est utilisé sans forcément le savoir, et donc du coup, il utilise aussi lui les Japonais. Enfin, c'est vraiment dans ce côté-là, il y a un côté House of Cards et Game of Thrones que j'aime beaucoup. C'est ces intrigues-là qui me font vraiment rester, quoi. Ouais, alors la prod s'est défendue un petit peu des comparaisons avec Game of Thrones et a dit qu'elle, quitte à faire une comparaison, justement, il préférait que Shogun soit comparé à House of Cards ou à Succession. Ce que je comprends pour un aspect très important qui est, c'est pas de la fantasy. En fait, c'est pas parce que c'est un monde moyenâgeux qu'on a moins l'habitude de voir qu'il y a de la magie ou des dragons. Non, c'est une série historique. Cela dit... Je tiens juste à dire aux gens qui écoutent le podcast que je vais aller me moucher. Donc je vais couper le micro, mais il y a un risque que pendant que Mimi parle, vous entendiez ça fasse point. Voilà, bref. Mais tu peux continuer, Cela dit, honnêtement, je comprends la comparaison avec Game of Thrones. Et sans rien vous spoiler, dans l'épisode 4, il y a une grande scène de confession dans un bain chaud qui est littéralement un Game of Thrones move. Donc j'étais là, si vous voulez pas être comparé à Game of Thrones, peut-être faites pas des scènes qui sont littéralement des scènes cultes de Game of Thrones. Mais à part ça, je trouve qu'en fait, il y a peut-être un casting de personnages un petit peu moins étendu que dans Game of Thrones où on est vraiment je pense que saison 1 on suit 20 personnages assez assidûment. Là on suit quand même Toranaga et ses proches, ses vassaux, etc., plus Blackthorn et Mariko. Et on est assez peu avec les autres régents, donc ses ennemis. C'est pas comme si à chaque épisode on allait passer 1/5 de l'épisode avec chaque régent pour voir son côté de la bagarre et qu'est-ce que lui il défend, etc. Ouais, ce pour un l'instant bordel, c'est 4 contre 1. Ouais. C'était un peu ça Game of Thrones, c'est la guerre des 5 rois, tu vois. Ah mais je dis pas que j'ai compris tout Game of Thrones moi, mais désolé, mais il faut dire les termes. Oui. Et moins de cul aussi que dans Game of Thrones. Tout à fait. Moins de cul. Il y a moins de scènes de sexe, même si il y a un peu de sensualité, il y a un peu des biceps, voilà. Et moins de gore, mais j'aimerais bien quand même qu'on fasse un point sur le niveau de gore qu'il y a dans Shogun, parce que il n'est pas inexistant. Justement, moi je trouve qu'il y a beaucoup je dirais pas qu'il y a pas il y a beaucoup de gore dans cette série. Ouais, c'est juste en comparaison avec Game of Thrones, tu vois, c'était vraiment genre crado, genre Oberyn Martell et tout. Mais il faut quand même dire que Shogun, c'est une série où il y a de la violence, il y a des décapitations, il y a des choses qui se passent, il y a le seppuku, donc le harakiri. On voit jamais directement quelqu'un le faire avec. Pas encore peut-être, mais voilà.
Le seppuku, c'est le suicide rituel. Alors en fait, j'ai fait des recherches. Le seppuku, le seppuku, également appelé harakiri. Non mais en fait c'est ce truc, vous en avez forcément déjà entendu parler, de façon très caricaturale, de loin. C'est ce mode de suicide par éventrement. Par auto-éventrement. Par auto-éventrement. Où voilà, les Japonais prenaient un couteau ou un sabre et s'ouvraient le ventre pour plein de raisons différentes. Il y a différents types de seppuku. Je pense que dans l'idée grand public, c'est s'ouvrir le ventre parce qu'on s'est déshonoré, voilà, genre pour éviter le déshonneur. C'est plutôt mourir que de vivre dans le déshonneur. Soit parce que t'as perdu une bataille, soit parce que t'as trahi ou t'as pas été à la hauteur de ton seigneur. Voilà, c'est ce côté genre je ne peux pas vivre avec cette honte. Et c'est ce qui se passe à un moment dans la série. Pour l'instant, on est encore dans la partie sans spoiler, donc je vais pas trop en dire. Mais voilà, il y a différents types de seppuku et c'est pas juste je vais me mettre un couteau dans le bide et voir ce qui se passe. C'est codifié. Parce qu'on sait ce qui se passe en plus. En plus, on sait globalement ce qui se passe. non, mais c'est codifié. T'as différents types de seppuku quand par exemple le père meurt avec les enfants, quand la mère meurt avec les enfants. T'as du suicide pour le bien des enfants, suicide pour le bien de la famille, double suicide avec ses variantes, suicide d'honneur. Et en fait, Quinte flush royal du suicide. Quinte flush royal du voilà. Il y a le suicide pour éviter la honte, ça c'est le peut-être celui qu'on le Inseki Jisatsu pardon. Qu'on connaît. Et du coup on s'est dit on va dire seppuku parce que c'est trop long, donc on va dire tous les seppuku, c'est ça. Et c'est un truc qui, alors certes, était évidemment très répandu à l'ère Edo, enfin au Japon féodal, mais qui est également resté. On en a vu même durant la Seconde Guerre mondiale, en 45, quand lors de la libération, il y a des Japonais qui pratiquaient le seppuku, et encore aujourd'hui, quelque chose qui existe beaucoup moins, mais voilà. Et dans la série, effectivement, c'est pas mal présent. Et c'est tellement présent que. Donc déjà, c'est ce qui participe aussi au côté gore et machin, mais aussi à l'incompréhension de Blackthorn au début. Parce que lui, en fait, dans sa culture occidentale et anglaise, en fait, tu vas pas te mettre un poignard dans le ventre en plein milieu de la guerre, ou si tu crois que tu vas mourir. Et aussi, il est chrétien. Le suicide, c'est un péché. Il est protestant. Chrétien protestant. C'est vrai, oui. Il est pas catholique. Mais les protestants aussi sont globalement. Oui. Ils ont globalement la même Bible quand même, c'est la même religion. Oui. Donc avec des nuances et des variances, ne venez pas me choper ma veste, vraiment, je ne suis pas spécialiste de la théologie. Mais il y a aussi ce truc de ces gens sacrifient leur âme immortelle et potentiellement celle d'autrui, puisque comme tu as dit, il y a des seppuku qui peuvent impliquer d'autres personnes, comme je mets fin à ma lignée, donc je me suicide moi et mes enfants. Donc pour lui, se tuer, c'est déjà... c'est un des péchés capitaux impardonnables. Ils n'ont pas eu les derniers sacrements, etc. Enfin, c'est vraiment Shogun, deux philosophies de vie qui s'opposent. Et évidemment, seppuku, c'est un exemple parfait de cette opposition fondamentale entre deux façons différentes de voir le monde. Exactement, parce qu'il y a le moment où il y a un moment dans la série où il voit quelqu'un commencer à se mettre dans une position propice au seppuku. Et Blackthorn il est là en mode qu'est-ce qu'il voit, pourquoi le gars il est en train de qu'est-ce que tu voulais, pourquoi vous l'arrêtez pas, pourquoi vous n'allez pas l'aider. Ouais, c'est ça qui est bizarre en fait. Et du coup tu te mets vraiment à la place d'un Anglais qui découvre ça, et tu dois effectivement un peu péter un câble quoi. Mais donc pour le point gore, effectivement c'est gore, c'est sale. C'est pas insoutenable, et c'est pas à tous les épisodes ni des scènes très longues, mais il y a des scènes dures avec de la violence physique. Et puis c'est aussi la guerre, donc il y a des batailles, il y a des coups de sabre, il y a des canons, il y a des mousquets, il se passe des trucs. Il y a des chaudrons. C'est horrible, on en parlera. Pire scène. En vrai, moi ça va, je trouve. Avant de passer à la partie spoiler, puisqu'on a pas mal fait le tour de ce que je voulais qu'on se dise avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu as d'autres choses à apporter ? Je voulais qu'on parle un tout petit peu de l'aspect sous-titré. Est-ce que toi, ça t'handicape, ça te freine ce côté il faut rester concentré, je peux pas faire autre chose à côté, parce que t'as aussi un cerveau qui rebondit pas mal. Mais ça peut être intéressant pour les gens qui ont du mal à garder leur attention fixée. Toi, ça te bloque. À titre perso, je suis pas dans la team de toute façon. Faire autre chose en matière de série, parce que j'y arrive pas. Même si c'est en français, même si c'est en anglais que je comprends et tout, genre juste. J'arrive pas. En fait, mon cerveau, il faut qu'il soit sur la truc à 100%, quoi. Une tâche. Je suis vraiment, les hommes viennent de Mars et de Vénus. Bref. Bref, non, en vrai, non, ça m'a pas dérangé. Effectivement, c'est intéressant tout ce que tu dis sur le côté. Là, maintenant, en fait, le luxe d'avoir les sous-titres sur le japonais, ça nous fait comprendre une nouvelle. Plein de nouveaux calques de compréhension que les gens n'avaient peut-être pas
Dans les années 80. Dans les années 80, ouais. Ou même dans le bouquin, parce que dans le bouquin, tu m'expliquais que c'était écrit en phonétique japonaise. Non. Alors dans le bouquin, c'est principalement raconté du point de vue de Blackthorn, mais pas en narrateur intérieur. Donc c'est un narrateur omniscient. Et on a quand même des chapitres qui sont du point de vue d'autres personnages, dont Toranaga, Mariko, etc. Qui sont du coup qui donnent lieu à comprendre leur intériorité à laquelle Blackthorn n'a pas accès. Où il y a des dialogues du coup entre deux personnages japonais, etc. Même si Blackthorn n'est pas là. Mais parfois, quand c'est Blackthorn qui parle japonais ou quand c'est quelqu'un qui lui parle japonais, ils écrivent les mots en phonétique japonaise avec l'alphabet latin, bien sûr. Je pense que c'est à la fois pour nous apprendre quelques mots et pour nous rappeler ce truc d'étrangeté. Mais c'est surtout quand c'est Blackthorn qui apprend à babiller japonais, tu vois. Ils font ça aussi dans Tokyo Drift, ils sous-titrent quelques trucs vraiment quand... Par exemple, Gaijin ou Wabaki. Gaijin qui veut dire étranger, qui est donc un mot utilisé pour désigner notamment les occidentaux comme le héros de Tokyo Drift. Tout à fait. Mais il y a clairement des scènes inspirées par Tokyo Drift dans je pense que l'hommage est réel. Donc non, ce côté, pour revenir à une forme de sérieux, ce côté, ce côté sous-titré, et surtout plus que le côté sous-titré, mais le côté double langue, m'a pas dérangé. Au début, c'est un peu perturbant, mais ça participe vraiment aux émotions que la série veut véhiculer. En fait, pour moi, ce côté... tu vas devoir comprendre deux langues, c'est compliqué, c'est confus, mais c'est compliqué et confus pour les deux, pour les Japs et pour Blackthorn. Donc ils retranscrivent bien ça, et perso, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Oui, voilà, non, pardon, j'ai oublié le fil de ma... Non, c'est bon, c'était la réponse à la question. Et je voulais te demander, toi, du coup, parce que là, on parle beaucoup de moi, est-ce que j'ai aimé, mais toi, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce qui t'a accroché dès le début, tout, déjà, il y a un bateau. Avec des cordes. Ah oui, d'accord. Okay. Il y a un mec qui ressemble à Tom Hardy. Et il y a des armures médiévales. Moi, je suis là. C'est quoi ça? Mais en vrai, la série s'ouvre sur un panneau contexte qui dit 1600 au Japon. Il y a les Portugais, chrétiens et tout. Et déjà, moi, j'étais là. Quoi? Il y avait des Portugais chrétiens au Japon en 1600? Genre, je savais pas du tout. Donc, déjà, je me suis dit trop cool, je vais apprendre des choses. Et j'aime bien apprendre des choses historiques en consommant de la pop culture. Donc, déjà, j'étais vendue. Et à part ça, j'en savais rien. Je savais pas du tout de quoi ça parlait et tout. Mais quand j'ai compris que c'était des jeux de pouvoir d'un côté et une réflexion sur le fait qu'à la fin on est tous humains et les chocs culturels de l'autre, c'est tout ce que j'aime, quoi. J'aime Game of Thrones pour les jeux de pouvoir, mais aussi pour Daenerys qui est avec les Dothraki et qui comprend pas leur culture. J'aime ces deux visions. En fait, c'est l'aspect opposition entre deux philosophies très différentes et deux façons qui sont même pas juste liées au fait qu'ils n'ont pas la même religion, mais c'est vraiment la philosophie occidentale et la philosophie orientale et japonaise. Cette idée que, en fait, la façon de percevoir la vie est tellement différente. La vie et le karma et qu'est-ce qui nous arrive après la mort, et du coup, et c'est quoi l'honneur, c'est quoi avoir une place dans la société, tout ça. Et j'aime beaucoup voir ces deux peuples qui essayent de se comprendre. Et qui, oui, parfois il y a du jugement, ils s'appellent barbares, etc. Et c'est clair que il y a notamment un moment assez rigolo où les Japonais proposent un bain à Blackthorn et ils refusent parce qu'il en a déjà pris un la semaine dernière. Et vraiment, ils sont là pour une raison que nous ne comprenons pas. Lui, il joue à LoL, c'est sûr. Hein. Blackthorn, il joue à LoL, il joue à Smash. Le pilote ne souhaite pas se laver et tout le monde est en mode quoi? Trop bizarre. Crasseux. Moi, dans mes notes, j'ai noté John Blackthorn, qui s'appelle aussi Cosmo Jarvis, lui c'est le crasseux. Et Fujisama, j'ai dit, c'est la meuf jetable qu'on a filée au crasseux. Spoiler, du coup. Ah, pardon, merde. Et alors, j'ai googlé, parce que quand même, on s'était posé la question. Cosmo Jarvis, de son vrai nom, Harrison Cosmo Krikorian Jarvis. Il a pris son deuxième prénom et son deuxième nom, mais il s'appelle vraiment légalement Cosmo Jarvis. Bravo à lui. Mais je te rejoins sur ce côté, on apprend des choses et en fait déjà si t'as pas idée il y avait des Portugais au Japon, il y avait ce truc de choc de culture, de balbutiement du commerce et de la navigation et tout, en fait moi c'est une série qui me donne envie d'aller sur Wikipédia après, d'aller... T'as plein d'onglets ouverts là. Là j'en ai 9. Mais et non ça donne envie d'apprendre des trucs sur cette époque là. Et c'est trop bien pour moi de ce point de vue là, quoi. Pareil, ça m'a donné envie déjà de lire le livre, ce qui est fait, mais il y en a plein d'autres après parce qu'il en a fait une saga, et d'apprendre plein de choses sur cette époque dans ce coin du monde que je connais très très peu. Donc c'est toujours pour ça que j'aime les œuvres historiques, c'est quand ça me donne envie d'apprendre des vrais trucs sur ce que les humains ont vraiment fait.
demander plus à la vie, surtout quand il y a le budget Shogun. Je crois que j'ai rarement vu des paillettes dans tes yeux comme le jour où t'as lu Ken Follett. Attends, j'ai le nom. C'est les bâtisseurs. Non, avec les. Non, merde. Ah non, le temps des tempêtes. Non, ça c'est Sarkozy. Je vous avais dit, les noms c'est compliqué, Attends. mais les titres aussi. Le temps, il y a temps dedans. Non. Il y a tempête. Les piliers de la terre. Les piliers de la terre. Bref. Qui est un roman de Ken Follett sur les bâtisseurs de cathédrales. Voilà. Et il y a un moment où Mimi, elle m'a dit, non mais là je suis en train de lire un passage sur comment les gens ils faisaient des ponts. Et en vrai, ouais. Genre comment tu fais un pont en fucking 1100 à l'époque là? Parce que la rivière elle s'arrête pas, mon gars. Comment tu le fais tenir le Et t'as pont pas Kiloutou, tu peux pas aller prendre un petit tractopelle et tout machin. Zéro grue. Et donc ouais, en vrai, je sais que c'est un truc qui te fascine. Et si c'est votre cam aussi à vous d'apprendre. Alors Shogun, c'est pas non plus une série qui a une véracité historique à 800%. Mais dans les grandes lignes, il y a des trucs qui vont vous faire tilter et qui vont vous donner envie d'apprendre et donner envie d'aller vous renseigner. Et c'est ça qui est trop bien, quoi. Grave. C'est la fin de la partie, je pense, sans spoiler. Ah ouais, on va pouvoir bitcher sur tous les persos là. Ça y est. Avant de finir, est-ce que tu veux bien, dans la grande tradition peut-être de C7, donner une note sur 10 à Shogun, qui en est sur les 4 épisodes que j'ai regardés? Je peux pas, non mais attends, mais c'est compliqué, tu me demandes déjà de donner... Mais attends, mais en plus non, si je mets une mauvaise note, en plus je suis raciste. Donc, et en plus on est à l'épisode 4, donc je peux pas... Ok, je vais quand même donner une note. Je vais dire la note... En vrai, non mais pour l'instant, épisode 4, un 7, en vrai. Ok. J'irai pas jusqu'à... Ouais. Je suis à 8 sur 10. Je suis un peu 8 avec la fin de l'épisode 4, mais les 4 premiers sont un 7. On commence à arriver vers le 8 là. Ok. Ouais. Ce n'est pas la forme finale, on est sur une pente ascendante. Puis il y a une scène de cul, donc bon, bref. Très bien, si vous n'avez pas regardé Shogun et que vous voulez qu'on vous épargne tout spoiler, c'est le moment de se dire au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Nodus sur tout plein de plateformes, les liens sont dans la description. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast sur Shogun, parce que clairement on va faire ça toutes les semaines jusqu'à l'épisode 10. Ouais. Et sinon, si vous avez vu Shogun ou que les spoilers ne vous dérangent pas, restez avec nous, c'est l'heure de spoiler salement. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Valentin, sur ces 4 premiers épisodes de Shogun? Alors, il se passe des bails. Donc, on va pas non plus tout résumer, machin, mais donc, il est arrivé... Blackthorn et donc son équipage. Son équipage, il l'a perdu d'ailleurs, parce que lorsqu'il s'est fait capturer, les Japonais comprenaient pas, et lui comprenait pas non plus le japonais, et donc ces hommes se sont retrouvés séparés de lui. Et lui, en fait, Blackthorn, il va être un peu donc privilégié. Ils vont lui filer, d'abord prisonnier privilégié, et après, il va faire partie faire partie du crew en fait. C'est un peu. Il devient Hatamoto. Oui, ça c'est plus tard. C'est plus tard qu'il devient Hatamoto. Et donc au tout début, on parlait tout à l'heure de ce chaudron là. Parce que l'un des premiers contacts que Blackthorn a, et que du coup par extension nous on a avec les Japonais qu'on nous présente dans Shogun, c'est des gens qui donc te jettent des tripes de poisson à la gueule et ont pris de façon random un gars de l'équipage de Blackthorn et ils lui ont dit c'est quoi, on va te mettre dans un petit chaudron, on va faire bouillir, alors on met un cubord, on met 2-3 ailes, du poivre, de l'origan, et ils le font cuire vivant. Horrible scène. Et franchement, un niveau de gore qui pour moi est beaucoup plus dur que des batailles, des décapitations, des machins. Il y a un côté torture. Mais il n'y a rien de visuel justement. Si, il y a un plan où on voit la tête du gars et j'ai pas aimé. Oui. Et aussi, il y a les bruits. On l'entend hurler toute la nuit et c'est des bruits de plus en plus inhumains. Et je sais pas, mon cerveau il aime pas tout ce qui est torture notable. Et je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il le mange, mais c'est trop cannibal adjacent, tu vois. Genre ça a activé ce même truc de ah non. Et en fait, alors oui, il y a cette scène de torture, mais c'est aussi pour... En fait, ça définit le personnage qui va devenir important de Yabushige, puisque c'est ce lieutenant de Toranaga qui décide de cette torture. Et en fait, c'est dit dans la série, mais c'est un peu plus clair dans le livre, lui, il a une vraie fascination pour la mort, le moment de la mort. Ouais. Et du coup... C'est un peu son truc à lui, tu vois, de faire des morts spectaculaires et des tortures très longues comme ça parce qu'il veut saisir l'instant où l'âme bascule ou je sais pas quoi. Ouais, il veut... C'est pas tous les Japonais qui bouillissent des gars dès qu'ils s'échouent sur leur... il veut voir la lumière s'éteindre, quoi. Ouais. Il veut entendre la lumière s'éteindre, en tout cas, parce qu'il est même pas là pour regarder. Mais en plus, c'est trop chelou parce que dans la série, donc il faut imaginer un village côtier, tu vois, c'est un petit village de pêcheurs. Un petit village de pêcheurs, ouais. Hajiro. Ouais.
Et donc tout le monde se connaît et tout le monde fait le marché, naninana. Et d'un coup, t'es là toute la soirée. T'ouvres la porte, même en fait, non, sans ouvrir la porte. Toute la soirée, il y a juste un gars de Les loin, murs ils sont en papier. dans un chaudron qui fait. Et toi, tu dois manger normal. Tu dois être là tranquille. Ou tu dois, j'ai envie de dire, tu dois baiser normal parce qu'il y a quand même Ouais. une courtisane qui décide que c'est le bon moment pour Ouais. excitailler Yabushige et son second. Donc t'es là, parce qu'ils ont quand même mis un petit bzz dans l'épisode Mais après, 1, si c'est tu son vois. kink, tu vois, genre. Bah il savait pas que c'était son king, je crois, mais il a découvert. Non, mais le fait de mettre le gars dans le chaudron, Ah oui, je pense que c'est une forme de kink pour lui, quoi. Oui, bah en fait c'est un écho à ça, tu vois, c'est la Ouais. petite mort. Il regarde Ah bah là, la grande mort et la petite mort. Mais. Donc ça qualifie aussi ce personnage de façon très immédiate et qui le rend tout de suite intriguant, quoi. Et bah, intriguant, mais aussi, c'est cool qu'on parle de Yabushide, pardon, parce qu'on va pouvoir en parler un peu plus longtemps. Moi, je l'ai pas aimé au début. Enfin, évidemment, c'est l'un des persos T'as préf. pas aimé le mec qui fait bouillir un gars? Mais non, mais en fait, il est vendu comme un méchant, et évidemment, enfin, c'est, tu vois, c'est un antagoniste clair. Il a un drip, alors visuellement, mais il faut le décrire, mais il a, on dirait, des plumes de corbeau. Il a une veste en plumes de corbeau. On dirait du loot Il a légendaire une dans doudoune Diablo. sans manche en plume Ouais. noire. Il a une Et son emblème doré dans le dos Non, et tout. mais Il de a fou. un look vraiment reconnaissable. Même Grave. parmi les seigneurs et les puissants, c'est clairement le mieux sapé. Alors, c'est clairement le mieux sapé, ouais. Mais tu vois, parmi tout. Enfin, il est à la limite une dégaine de Yakuza. Moi, tu me le mettrais dans un Yakuza aujourd'hui, tu vois, je suis là en mode ça ne me choque pas. Et donc, au début de la série, lui, il est vendu clairement comme un méchant et va s'installer ce truc un peu ce conflit entre. Parce que donc, c'est lui qui va être chargé à un moment de transporter Blackthorn d'un point à un autre pour l'emmener notamment à Osaka, je crois. Où se trouve Toranaga. Où se trouve Toranaga. Et en fait, on va se lier, alors peut-être pas d'amitié, mais ouais, si, en fait, moi je me suis un peu lié d'amitié avec Yabushide. Il y a tout ce moment où il cherche encore un petit peu à se tuer parce que donc, Blackthorn il est ligoté, il est machin. À un moment, Yabushide il tombe d'une falaise et Blackthorn veut aller le récupérer avec une corde, mais on lui interdit. Donc, du coup, non, pardon, non, quelqu'un tombe d'une falaise. Le Rodriguez. Oui, voilà. Ah oui, Le alors, pilote espagnol, Rodriguez. On parle de Rodriguez J'adore. aussi. Bref. Et donc Yabushide. Yabushige. Ah bah j'ai mal noté, c'est Yabu. D'accord, moi très bien. Mais désolé, hein, je suis désolé, je Pas de tiens à souci. m'excuser officiellement. Voilà. C'est bien Kaiji Yabushige. Kashigi Yabushige. Eh mais j'ai écrit comme un chien, j'ai oublié le S et tout là. Bon bref. Bref, désolé. Je peux l'appeler Yabu. Dans le bouquin, il l'appelle Yabu des fois. Bon bah écoute, donc voilà. Et donc il y a Vasco Rodriguez qui tombe d'une falaise et Blackthorn veut aller le sauver avec une corde et en fait Yabushige et ses hommes lui disent bah non frérot tu vas pas du tout descendre avec la corde là et du coup Blackthorn il dit bah très bien c'était malin fais-le toi-même Vas-y, si t'es un homme. si t'es un homme et il y a tout ce truc de ouais bataille de couilles de en fait non je vais y aller je vais le Et faire. Yabushige, il manque de ce seppuku dans la mer. Exact, bah, c'est ça que je comprends pas. Et Miskin il tombe et tout, il se prend un caillou, il est paillimbe, il y a des vagues dans la gueule, faut imaginer, c'est pire que la Bretagne, hein, là-bas, les côtes du Japon. Et c'est pas le Mont Saint-Michel quoi. Et donc il descend et il manque de crever et tout machin. Et Blackthorn il l'aide pas. Et Blackthorn il Mais l'espère. peut pas, il a pas de corde. il Mais espère limite bien sûr. que le mec meurt. Ah oui, il est là, t'as bouilli mon pote hier. Ouais. Tiens, crève. Et en fait il meurt pas. Et il monte et quand il remonte, il y a cette scène que moi j'ai beaucoup aimé où Blackthorn il lui fait un salut parce qu'il commence à comprendre. Là ça faisait déjà quelques jours qu'il était au Japon. Ça s'incline beaucoup quand même. Ouais, il est là en On commence mode. à comprendre que c'est comme ça qu'on dit bonjour, quoi. Ouais, et ouais, et du coup, quand Yabushige remonte, Yabushige le regarde en mode haha, t'as vu, je l'ai fait. Et lui, il s'incline en mode bah, j'ai pas réussi à te tuer, mais bravo quoi. Mm. Et au fil du temps, quand on comprend, quand les Japonais commencent à comprendre déjà que c'est pas juste un barbare, et quand ils comprennent que Blackthorn peut être en fait Un atout. une clé de voûte et un atout à utiliser non seulement contre les Portugais mais aussi contre les autres Japonais dans le cadre de la Les guerre autres civile. régents. Les autres régents, ouais. Yabushige en fait à ce moment-là il passe selon moi un peu plus dans le côté des gentils et en vrai je l'aime bien. Quand tu comprends un peu plus ça, c'est ouais ce qu'il veut faire et enfin ouais je l'aime bien. C'est un bon gars. C'est un Je bon pense gars. que c'est pas anodin que ce soit toutes les deux notre personnage préféré et celui de beaucoup d'une bonne partie du public. Et je pense que c'est volontaire dans l'écriture. Yabushige, c'est le personnage le plus nuancé, le plus ambivalent, peut-être parce que il est à la fois ennemi entre guillemets de Blackthorn, très cruel, ennemi des occidentaux. Alors lui, il est pas du tout dans le truc de devenir chrétien et tout. Ils s'en bat les couilles. Vraiment, nous.
on fait comme on a toujours fait, ok? On se tape dessus, on a des épées, on se coupe des trucs, on meurt, on ressuscite. It's good, tu vois. C'est la voie du samouraï, it's ok. Mais il est aussi second de Toranaga, donc allié de Blackthorn, mais il est aussi en train de jouer sur les deux tableaux, puisqu'il a prêté allégeance à Ishido, le chef du conseil des 4, du coup, qui est l'ennemi de Toranaga, parce que Yabushige, il se dit comme ça, peu importe qui gagne, je ressors en top, et c'est d'ailleurs le principe de l'épisode 4 dont on pourra parler plus en détail. Tout à fait. Mais du coup, c'est un personnage qui est tout en nuances de gris, parce qu'il est à la fois ennemi, ami, respectable, détestable, fier, et en même temps il est capable d'admettre quand il fait des conneries. Dans l'épisode 4, il dit bah je vais mourir en fait. Enfin, oui, je vais mourir, ça y est, on a perdu, on va mourir. C'est un loupard gentil quoi. Ouais, donc il a ce côté loupard voyou qui est et puis cet aspect intriguant de fascination pour la mort et tu vois, il demande à son neveu de lui faire un poème, de lui improviser un poème sur la mort de l'homme. Donc il y a aussi un côté, il est cultivé, il y a quand même un certain raffinement, donc c'est un mec tout en nuance quoi, je l'aime trop. Ouais, ton nuance, ouais c'est vrai. Non mais c'est vrai, t'as raison. Tu veux qu'on fasse un petit tour des personnages pour voir un peu ce que t'as à dire des persos principaux? Bah on va déjà avant tout parler de Vasco Rodriguez. Ok. Parce que Vasco Rodriguez, mais ma star. Lui alors donc, en gros, Vasco Rodriguez, donc imagine t'es Blackthorn. T'arrives avec ton bateau, c'est tout ton équipage, il se fait capturer. Toi, tu dois essayer de comprendre les Japonais. Il y a un gars, il se fait bouillir. C'est la haisse de fou. C'est vraiment ultra ghetto. Et là, donc en plus, c'est ghetto pour comprendre parce que vous parlez pas la même langue. Donc il faut faire venir un interprète. D'abord, ils font venir un interprète qui est catholique. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'on comprend que, par exemple, le mec qui est catholique, il traduit pas forcément comme il devrait traduire les mots de Blackthorn, justement parce qu'il a un intérêt avec les Japonais. Et vient ce gars, Vasco Rodriguez, qui lui est en gros le mec installé au Japon. C'est le portugais qui deal avec les Japonais. C'est un pilote espagnol qui travaille pour les Portugais. Mais l'Espagne et le Portugal sont alliés, donc c'est vrai. Normal. Bref, donc c'est l'espagnol qui deal avec les Japonais. Et il vit sa best vie, mais le gars, ça fait 10 ans, il fait semblant d'aimer les sushis et le truc fermenté là, et en échange, on lui coupe pas la tête. Alors, c'est pas exactement ça son métier. Non, son métier, c'est de naviguer sur les mers et d'être cool. Et d'être cool. Et d'être cool. Et bien sapé et un peu sexy. Mais de fou, il dort dans des hamacs et tout, mais je l'aime trop. Et il s'en bat les couilles. Vraiment, il y a Blackthorn qui lui dit, mais comment tu fais pour... Il y a un moment, cette scène où ils sont dans le bateau, et Blackthorn lui dit, comment tu gères le fait de ne pas pouvoir contrôler, tu vois, le fait de te laisser porter et tout. Et lui il est là, mais je m'en bats les couilles, mais laisse-toi porter par le truc, tu verras et tout. Oui, et lui, il l'initie aussi à cette philosophie japonaise du karma, du cycle de la vie. C'est Mariko dans l'épisode 4 qui dit, je crois, on vit, on meurt, à part ça, on ne contrôle absolument rien, donc autant lâcher prise, tu vois. Tout à fait. Donc c'est aussi une initiation par une voie occidentale en fait, ça marche pas comme ça ici. Tranquille. Et ce personnage, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est. Je trouve qu'il est. Enfin, au début, je l'aimais pas. Parce que je trouve qu'il avait un peu la grosse tête, mais au final, il est. Ouais, je trouve il est je crois que t'as dit qu'il était sapé comme un jongleur. Ouais, non, mais ouais, c'est. Il a un sarwell un peu quand même. Il a une dégaine à me vendre du shit, garde Rennes. Mais au-delà de ça, genre, il est gentil et surtout, on a l'impression, en fait, quand on le voit dans la série, il amène de la sûreté, il amène de la sécurité. Parce que c'est quelqu'un qui comprend le portugais, qui parle anglais, et on peut s'y raccrocher. Tout comme on peut se raccrocher à Mariko lorsqu'elle apparaît, puisque c'est la seule qui va parler anglais avec Blackthorn. Et du coup, ça amène un petit peu ce sentiment de là, à ce moment-là de la série, on sait où on met les pieds, on a l'impression qu'on est à peu près safe, quoi. Et non, moi, Vasco. Ce qui est intéressant parce que Rodriguez est aussi un ennemi de Blackthorn et même à la fin des Japonais, puisque le but des catholiques c'est de coloniser, vraiment de posséder le Japon. Et il pense d'ailleurs qu'il le possède déjà, ce qui va vexer 2-3 personnes comme Toranaga par exemple. Unilatéral, hein, vraiment. Oui, ils ont pas prévenu les Japonais, hein, ils ont juste décidé, mais ils sont en train de. Parce que c'est quand même un des enjeux. Ils ont des bases militaires, notamment à Macao, tout à fait. Où ils sont en train d'entraîner des soldats, y compris des Ronin, donc des samouraïs qui ont perdu leur maître ou qui n'ont plus d'allégeance, pour envahir.
et diriger le Japon, vraiment pour mettre l'église catholique à la tête du pays, comme ils l'ont fait dans d'autres contrées. Ouais. Donc c'est aussi une vraie menace. Et en fait, Rodriguez, il est dans ce camp-là, puisqu'il est espagnol, catholique, qui travaille pour les Portugais. Mais c'est aussi un allié de Blackthorn, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont tous les deux occidentaux, mais aussi tous les deux pilotes navigateurs, Oui. et qui sont tous les deux doués en plus. Donc il y a à la fois un respect mutuel et ça les protège aussi, ces compétences-là. Oui. Donc il y a aussi ce côté, en fait, humainement, j'ai envie d'aller boire une bière, ils ont envie d'aller boire des bières ensemble. Politiquement, ils sont opposés. Religieusement, ils sont pas alignés. Mais ils sont aussi deux étrangers au bout du monde, c'est différent. Deux inconnus, deux anonymes, et pourtant. Donc ils se serrent aussi les coudes dans. Blackthorn et Rodriguez, ils savent que le poulet rôti c'est bon, tu vois, avec le poisson cru, ils en ont un peu marre, quoi. Donc ils ont toute cette culture commune. C'est ça qui fait, je pense, qu'on. Et puis il est marrant. Il a un peu une gouaille et tout, comme Yabushige, tu vois. Oui, de fou. Il a une big dick énergie, quoi. Il a ce truc de. Ouais, il a de la couleur, je trouve, comme perso. Et d'ailleurs, ouais, il faut qu'on parle un peu aussi. Tu m'y as fait penser en parlant là à l'instant de. Oui, en gros, il y a des. Oui, c'est une expression que j'ai trouvée très bien. Blackthorn, comme Rodriguez, ils ont des atouts et des compétences qui te protègent. Tu vois, genre, il y a ce moment dans la série, là, je crois que c'est dans l'épisode 4 qu'on a vu, là, le tout dernier. En gros, le deal, c'est que donc, Blackthorn, au début, est prisonnier. Il va être de moins en moins prisonnier parce qu'il y a un moment, il va sauver le cul des Japonais quand même à bord d'un bateau. Et il va prendre la barre, on va lui couper ses cordes. Et il va prendre la barre et il va réussir à sauver l'équipage japonais et donc Toranaga. Ce qui fait que Toranaga va être super reconnaissant et tout. Il va le nommer Hatamoto. Et donc après le deal, c'est... Il le nomme Hatamoto pour l'évasion d'Osaka surtout. Parce qu'il lui a permis de s'évader d'Osaka où Toranaga était factuellement prisonnier. Oui. Avec beaucoup de courbettes et de... Mais bien sûr, vous pouvez vous circuler à l'intérieur de la forteresse, mais en vrai, Ishido, il était là... Non, et il voulait lui bloquer le passage, y compris par la mer. Et bah ça grâce à et Blackthorn et Rodriguez et les Portugais et tout ça. Ça donne cette scène incroyable. Il y a une scène de bagnole, mais c'est des bateaux. Mais il y a une scène de. Ça drift ? Non mais ça drift. Mais évidemment que ça drift. T'as vu le bateau, il passe dans un mouchoir de poche. Il y a un moment où vraiment il y a un combat de bateau, où justement Rodriguez conduit un bateau et Blackthorn conduit l'autre bateau. Enfin pilote puisque c'est comme ça qu'on dit quoi. Et il y a un moment où il se colle à des cailloux pour que Blackthorn soit obligé de percer sa coque en fait avec les cailloux. Et Blackthorn il s'en bat les couilles, il est là en mode non vas-y je vais y aller aussi et on verra qui va lâcher en premier. C'est vraiment deux voitures, désolé on y revient, mais comme dans Fast and Furious il y a cette scène où deux voitures foncent l'une vers l'autre. Et en fait dans Fast and Furious 2 il y a toujours ce truc de qui va arrêter en premier. Oui, il y a un peu un combat de coucougnette. Et la scène. Mais il y a aussi un respect, tu vois. Rodriguez, au final, il laisse passer Blackthorn. Il est là, ça fait chier. Tu mérites, tu vois. En vrai, il laisse pas passer. Si, en vrai, il le laisse passer. Il donne pas le coup de barre, le coup de barre qu'il enverrait sur les rochers. Et après, il fait genre non, mais il m'avait déjà dépassé parce que du coup, les Portugais ils l'engueulent, genre mais pourquoi tu l'as pas coulé, machin. Il est là, non, mais il avait déjà la place. J'ai pas eu le choix, chef, j'ai rien pu faire. J'étais déjà engagé, prio à droite, bon. Ouais, j'avais mis le clignot, zut. Ah non, quoi, il s'en est sorti. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et donc il y a tout ce truc où effectivement donc au début Blackthorn est considéré comme un pirate parce qu'en fait il débarque avec un bateau sur lequel il y a 20 canons donc c'est compliqué. Et parce que c'est vrai, sur la route en venant, parce que c'est vrai, oui. Ils ont pillé, ravagé des zones catholiques. Et les Japonais, en fait donc les Portugais et donc Rodriguez également à un moment vont tomber sur le journal de bord de Blackthorn et dans ce journal de bord il est écrit texto qu'en fait on veut piller, on veut se rendre au Japon et en fait c'est des corsaires quoi, c'est des pirates et c'est ce qui prouve que c'est des pirates alors que lui Blackthorn il se fait passer pour un marchand et les Japonais en fait Toranaga il est tellement reconnaissant de ce que Blackthorn a fait pour lui qu'il a accès à ces bouquins là et il sait que c'est un pirate, désolé mais c'est le secret le moins bien gardé et il est là en mode ah là là Sumimasen, ça va me prendre beaucoup de temps à traduire, je vais pas, peut-être que bon on verra. Et donc le deal, c'est qu'il est plus prisonnier. Maintenant, Blackthorn, il est Hatamoto. Ce qui fait qu'on lui file une maison, on lui file un salaire. On lui file 240 à Koku. On lui file une maison et tout. On lui file une femme, on lui file une courtisane qui s'appelle Fujisa. C'est pas pareil. Les courtisanes, c'est les travailleuses du sexe. Comme on a vu la femme en rouge là dans l'épisode 4. Et elles sont aussi éduquées à la musique, la danse, etc. Yes. Les concubines, c'est
pas l'épouse officielle, en gros ta femme est Ouais. concubine et tu peux avoir une femme, une épouse et plusieurs concubines et elle a un rôle de gestion du foyer Ouais. et de veiller à tous tes besoins mais aussi beaucoup d'intendance et tout. Courtisane, c'est Ouais, ok, ça, ouais, elle je habite vois. pas chez toi la courtisane généralement mais elle vient le soir où tu vas la voir quoi. Et donc le deal, c'est que voilà, donc maintenant il est à Tamoto et il a sa petite maison. Il a une zouze, il a une maison, Il roule a un en salaire. scénique, il a 3 gosses, enfin voilà Ouais, quoi. il a la voiture de fonction. Il est installé. Et le deal, c'est que lui s'attendait pas à rester aussi longtemps et à s'installer parce que donc une fois qu'il arrive à sauver, enfin à faire que Toranaga s'échappe et qu'il arrive à sauver le groupe de Toranaga et qu'il devient Tamoto, on lui file une maison machin et tout. Lui il s'attendait à pouvoir retrouver son bateau et son équipage. Il Bah, parce que s'attendait Toranaga lui avait dit. voilà, et vraiment le deal c'était bah moi je t'aide à faire ça, maintenant tu me refiles mon bateau et moi je me casse, je me taille au Nachave, c'est terminé. Bah, il a envie de retourner à Londres quand Ouais. même. Hein. Et en Et fait, mentionnons quand même qu'il a une femme et 2 enfants. ouais, alors C'est pas très présent dans son esprit. c'est pas très mais, présent, bah surtout que c'est pas- tu vois, t'as capté, tu vois ce que je veux dire. En vrai, là-dessus, il y a un passage que j'aime bien dans le bouquin où il dit qu'en gros, comme de par son métier de navigateur, où il passe énormément de temps en mer, pour lui et pour beaucoup de marins, leur famille, c'est plus comme une histoire qui se raconte, tu vois. Genre avant de s'endormir ou quand il doit veiller, il s'imagine qu'est-ce que fait ma femme, qu'est-ce que font mes enfants en ce moment, mais au final, il passe tellement peu de temps avec eux qu'il les connaît pas. Enfin, tu vois, Bah ouais, non mais oui. il passe plus de temps en mer qu'avec sa famille. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi, en fait, il est habitué à pas être avec sa femme et ses enfants. Donc il est pas Oui. en mode j'en parle tous les 4 matins, tu vois. C'est son taf de pas être là. Et oui, ils ont pas les visios et tout, il en parle vaguement mais ouais. Ouais, peu de visio. Ils ont Peu- des pigeons. Peu de visio à l'époque. Mais et donc le deal c'est que voilà, donc lui en gros maintenant à sa maison et tout, il s'attendait à pouvoir récupérer son bateau, mais en fait pas MDR. vraiment. Le deal c'est que tu vas nous aider à comprendre comment fonctionnent les bateaux. En fait, toutes ces connaissances de la marine anglaise, du maniement des canons et du maniement des bateaux, le deal c'est qu'il doit les enseigner aux Japonais, donc à Toranaga en l'occurrence, et ses équipes. Et ce qui fait d'ailleurs l'objet de l'épisode 4 où on les voit manipuler des canons. Et les Japonais qui voient les canons du bateau hollandais, ils pètent un câble. C'est Tu les peux- meilleurs canons que ceux auxquels ils sont habitués et surtout Mais ils sont oui. beaucoup plus fiables. Ils sont Donc, précis, fiables et tout. Et donc et du ils tirent coup, loin. et bah parce que c'est un peu compliqué d'ailleurs le côté armement dans la série parce que tu vois bah, fatalement des gens avec des sabres parce que bah, c'est aussi une marque le samouraï porte toujours son sabre sur lui. T'as aussi des flingues, des mousquets, t'as aussi des canons, t'as T'as aussi des un peu, arcs. t'as des arcs. Il y a beaucoup d'armements différents. T'as des mecs à cheval, des mecs à pied, enfin et donc c'est un atout quand même considérable pour les Japonais de savoir manier ce genre de canon et voilà et en gros à terme bah, pour l'instant le gars il est en stage, il est en CDD de 6 mois au Japon pour faire une flotte, une marine à Yabushige c'est le deal pour l'instant. Ouais, alors bah franchement t'as bien pigé les enjeux. Il y a des petites nuances qui sont que à la base, il lui avait demandé d'entraîner des soldats aux tactiques militaires européennes, mais en fait, lui, il est marin. Donc c'est lui qui dit bah je ne peux pas vous apprendre des tactiques de Oui. soldats. Tu vois, il commence à raconter une bataille et Mariko elle dit non mais gars me raconte pas une bataille qui était même pas raconte un truc. Et il est là mais j'ai Non, pas mais fait de il y a- bataille en fait moi je suis Il pilote raconte madame. Waterloo miskin, enfin Ouais, désolé, il est mais- là, 1515 Marignan, tu vois. Donc bon. C'est un petit peu daté. En effet, au Japon, à ce moment-là, et d'ailleurs Yabushige le dit, ils ont de la poudre à canon et des mousquets, des armes à feu depuis plusieurs décennies parce que les Japonais les ont amenés, donc il n'y a pas besoin de faire la base de comment ça marche la poudre et tout. Pardon, parce que les Portugais, entre autres, les ont amenés. Mais ils ont pas de marine, comme tu le dis, ils ont pas de flotte et ils ont peu de canons et les canons des Portugais ne sont pas aussi performants que ceux de Ouais, l'Erasme qui à fait. effectivement leur montrent que il y a un coup à jouer. Et c'est un peu, ça fait partie des trucs où Yabushige il joue un peu toujours solo Mhm. et en tout cas il prépare toujours 1000 coups différents de ok je suis team Toranaga mais si Toranaga il perd, je suis team Ishido mais si machin tu vois. Mhm. Oui, Et oui, du oui. coup, son ambition à Yabushige, c'est de devenir le premier seigneur des mers japonais. Et effectivement, en fait, il dit à Blackthorn, tu vas m'apprendre à me faire une marine, mais c'est pas forcément pour Toranaga. Tu vas m'apprendre à moi à me faire une marine. Et en fait, le jour où j'ai une marine avec des bateaux comme le tien, Toranaga, il Toranaga, parlera. naninana, voilà. on verra. J'espère qu'il sera sympa avec moi, quoi. Donc chacun joue aussi son propre Bah, jeu, à son propre destin, ses propres ambitions, et c'est vraiment chouette, je trouve. Exactement comme dans un House of Cards ou un Game of Thrones là-dessus. Et Oui. c'est tu as forcément routé pour une personne ou une autre et c'est un atout de fou d'avoir ce gars-là qui t'apprend à manier les bateaux et les canons parce que enfin ouais, j'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer de ce point de vue-là. J'ai hâte de voir le moment, enfin je sais pas si dans la série et dans la saison 1 on va le voir mais
J'ai hâte d'avoir le moment où les Japonais qui n'ont pas eu l'info des canons vont avoir l'info des canons. Bah, ils ont déjà vu des canons, ils savent que les canons ça Ouais, existe. mais pas ils ces savent canons-là, pas quoi. que ces canons, Le bah, premier tu vois Japon. la réaction à la fin de l'épisode 4. Oui, tout à fait. Peut-être un des moments gore auxquels tu pensais d'ailleurs, parce que. Oui, c'est vrai que c'est un peu gore ce On moment-là. voit des bonnes Ouais, ouais, tripasses, ouais. quoi. Ouais. Bah, il y a donc un moment, donc, durant l'apprentissage, durant le moment où Blackthorn enseigne aux Japonais l'utilisation des canons, pour vous faire dans les grandes lignes, il y a en gros Toranaga. Je vais résumer comme si j'avais 5 ans, parce que j'ai 5 ans. Toranaga, il a un N+1. Le N+1, il lui dit frérot, là maintenant, il faut que tu rentres, machin et tout, je vais inspecter. Et Toranaga, il fait ah non, parce que là, on a le. Mais non, mais regarde mes très belles armes. Là, on a le barbare qui est en train de nous enseigner les canons, tu verras, c'est très bien. C'est Yabushige, c'est pas Toranaga. C'est Toranaga, Yabushige, il est putain. parti. Vas-y, je ferai la version. Bon, bref, Restez avec Valentin, je vous fais la en version gros, au propre après. Yabushige, à un moment, il y a un gars qui vient l'emmerder. Et du coup, Yabushige, il dit au gars mais attends, on va gagner du temps, tranquille, passe la nuit. Et demain matin, je te fais une démonstration de mes super canons que là, l'anglais, il est en train de m'apprendre à utiliser. Tu verras, dinguerie, mon ref. Le lendemain matin, il fait la démonstration. Et là, il y a Nagakado. Nagakado qui est le neveu de... Non, C'est le fils de Toranaga. c'est le fils de Toranaga, ouais. C'est Omi, le neveu de Yabushige, qui a l'autoroute sur Oui, tout à fait. sur le crâne et qui lui est très stratège, très Oui. Littlefinger, très ah là là, ce serait dommage si quelqu'un faisait ça. Eh ben, il hijack les canons pour tuer les Japonais qui étaient venus inspecter les armes de Yabushige sans avoir demandé la permission à qui que ce soit. Hein. Il y a juste un moment de... Oui, c'est comme si tu vas avoir un entraînement militaire et d'un coup c'est toi qui te fais tirer dessus, tu vois. Ils Oui. sont là en mode, bah en fait c'est sur vous qu'on va tirer, t'es là quoi. Et bon, Et non, ça non, va très vite. pure scène. Et c'est la scène qui m'a vraiment hook à la fin de l'épisode 4 et qui commence à nous faire partir un petit peu dans un délire Game of Thrones, Noce pourpre. Ouais. Désolé, j'ai trop mal décrit, tu vas m'en vouloir. Non, mais c'est aussi c'est l'occasion de voir si t'es au clair sur les enjeux, notamment à Osaka, avec les différents régents et tout. Et le fait qu'Yabushige il joue sur les deux tableaux, c'est compliqué. Et le fait que Toranaga, on sait jamais exactement tout ce qu'il a prévu, tu vois. Il a toujours 8 coups d'avance, il fait sa vie. Ça peut rendre les choses un peu confuses. Donc là, ce qui se passe, c'est que Toranaga, il est pas là. Et venant d'Osaka, il y a cette délégation, effectivement, qui est envoyée par... Comment il s'appelle Ishido. Donc Ishido. L'ennemi, le chef des 4 régents, l'ennemi de celui qui est en gris, qui a des soldats en gris, et qui est l'ennemi principal de Toranaga, qui veut le faire tomber. En fait, tu sais, Yabushige, il joue sur les deux tableaux. Donc il avait promis des trucs à Ishido aussi. Oui. Et Ishido, il envoie des gars pour dire bah, t'as quand même vachement l'air de travailler pour Toranaga, là, non? Tu vas nous suivre à Osaka, il y a le patron qui veut nous voir. Et lui, il sait que s'il va à Osaka, Ishido va lui dire fais-toi seppuku. Parce que, en fait, tu m'as trahi, tu vois. Et il va être obligé de faire seppuku parce que c'est comme ça qu'on roule au Japon en 1600. Donc, lui-même, et c'est pour ça qu'il dit j'arrive pas à croire que je vais mourir pour Toranaga. Oui, putain, on a perdu. Et en fait, c'est son neveu qui sans même le consulter, lui sauve le cul en aiguillant Naga, qui est donc le fils de Toranaga. Et qui vit dans l'ombre de son père, tu vois. Il est pas vraiment respecté parce que c'est un peu un Nepo baby, tu vois. C'est le fils d'eux, c'est Kendall Roy. Et tout le monde dit, c'était juste là où t'es parce que ton daron, c'est ton daron, mais t'arriveras jamais à la cheville de Toranaga himself. Et donc il se dit, vas-y, je vais faire un truc. Parce que Ishido, c'est l'ennemi de mon père. Et les hommes d'Ishido, du coup, ennemis. Et les gars, ils disent, je peux pas faire un truc, je vais faire un truc. Et du coup, il fait un truc, mais effectivement, ça va foutre la merde. Ah bah là, ça fout bien la merde. Pour Yabushige, pour Toranaga, pour tout le monde, parce que ça se fait up. Après, on sait pas, peut-être, enfin, tu vois, à cette époque-là, il n'y a pas les téléphones, ils ont pas internet. Ouais, il y a ça aussi. Peut-être qu'ils vont juste croire qu'ils se sont fait attraper par des brigands ou manger par des ours ou je sais pas. Si personne dit qu'ils les ont tués, mais bon, c'est risqué quoi. Mais... C'est risqué. Et on sait qu'il y a des espions, on sait que Toranaga a des espions, Ishido a évidemment des espions, et même au-delà de ça, il y a un truc d'honneur de... Ok, c'est la guerre, c'est une déclaration de guerre, et en fait, c'est un des aspects que j'avais bien aimé dans le livre aussi, c'est que c'était pendant très longtemps, c'est comme quand l'eau elle frémit mais elle bout pas encore, c'est presque la guerre. Et tout le monde est là en mode c'est presque la guerre. Et s'il se passe ça, ça va être la guerre. Et il se passe ça et ils sont tous genre c'est la guerre ou pas? Ils font c'est presque la guerre. Ça va être la guerre, attention. C'est la réplique finale. Dernier avertissement, je compte jusqu'à 3, après c'est la guerre. Et du coup, t'as ce côté un peu. Tu retiens ton souffle et on va voir à quel point ça explose après cette scène. Puis c'est la réplique. Qui n'est pas dans le bouquin, je crois. Réplique finale de l'épisode 4. Donc il y a Mariko. Parce que donc, il faut comprendre ce moment où Blackthorn il est en train d'apprendre aux Japonais les canons, machin et tout. Et d'un coup, ça se tire dessus. Donc lui, il comprend R.
Et il demande à Mariko, est-ce que je dois intervenir? Est-ce que Mariko, elle lui dit non, pas du tout. Elle-même, elle comprend pas. Et l'épisode se termine sur Mariko qui dit en anglais, This is war, c'est la guerre. Et oui. Et du coup, c'est un langage assez universel que Blackthorn comprend quand même. Il y a des mecs qui viennent de se faire éventrer par des boulets de canon. Ça, il l'avait, ouais. Ça, il l'avait. Et donc, effectivement, la guerre. Ça va partir un coup. Ça va partir, quoi. Est-ce que t'es au point sur les 3 autres régents? Donc, il y a Ishido et les 3 autres. Et leur dynamique, il y a une scène où Ishido, il a dit bon bah cool, on peut tous voter pour tuer Toranaga. Ils ont dit non mais il faudrait que le Hanjin il soit tué avant. Et il était là, ça fait chier. Et après, donc c'est Hiromatsu, le vieux général, le second de Toranaga, qui allait leur dire au fait Toranaga il a démissionné. Et du coup maintenant vous êtes plus que 4, mais vous devez être 5 pour décider. Vous ne pouvez pas. Voilà. Est-ce que t'es au clair sur tout ça? À peu près dans les grandes lignes. Je sais qu'en gros, lorsqu'il a quitté le Conseil des Régents, bah, il les a un peu bananés parce qu'effectivement, dans le code des Régents, il faut être 5 pour faire une AG, une Assemblée Générale, tu vois. Tout à fait. C'est l'unanimité. C'est pas Toranaga il était malade, donc non. Et bah, comme Toranaga il s'est cassé, bah, il est là en mode je me casse, mais par contre, maintenant vous êtes 4, donc vous pouvez plus voter pour me tuer. Vous pouvez, si vous vous mettez d'accord. Tous les 4 là. Ouais, mais lui pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, je vais faire ma vie. Moi, je vais me barrer loin pour vous mettre d'accord parce que ils sont pas tous alignés. Ils veulent tous tirer la couverture à eux. Mais ouais, non, pour l'instant, je suis pas encore trop au clair là-dessus, mais je pense comprendre au fil des épisodes aussi et me laisser porter par le truc. Mais je pense que c'est juste important d'avoir en tête que 2 de ces régents sont catholiques. 2 des 4 régents sont catholiques. Ok, ouais. Celui qui est atteint de la lèpre et qui du coup est défiguré et qui est derrière son voile, lui, il est catholique, bah en partie parce que. Ah, c'est pour ça. Ouais, lui en fait c'est un grand guerrier, grand militaire, mais qui est très respecté, mais qui a été défiguré par la lèpre et qui du coup s'est tourné vers la religion catholique de par sa maladie. D'accord. Et l'autre qui est catholique, donc lui il s'appelle Ono, et l'autre qui est catholique c'est Kiyama, celui qu'on a vu souvent habillé en rouge avec. Ouais, lui je vois bien. Ouais. Qui lui est catholique par intérêt financier. Lui il est blindé et il soutient les catholiques portugais parce qu'il a des parts dans le commerce de la soie géré par les Portugais. Il a bien compris quoi. Donc et c'est pour ça que Toranaga a pu utiliser le fait que Blackthorn soit protestant comme une source de discorde entre eux. Parce que du coup les catholiques disent bah il faut tuer le protestant. Et Ishido, il est là. En fait, vous me donnez pas d'ordre. Tu vois, genre, on s'est tous mis d'accord pour un truc, c'est Toranaga. Donc là, vous êtes là en mode j'exige que machin et tout. Et aussi, Ishido, il est là. En fait, ce protestant, il a l'air de savoir des trucs que on sait pas trop faire au Japon et que vous voulez pas trop nous dire. Donc peut-être, moi aussi, j'aimerais bien le garder. Donc voilà, c'est ça la situation. C'est qu'effectivement, ils sont 4. Il faut qu'ils trouvent un 5e. Mais c'est d'autant plus compliqué pour eux de trouver un consensus qu'ils ont pas du tout les mêmes enjeux. Et donc, tu as ces 2 qui sont catholiques, tout comme Mariko l'est. Qui ont du coup un lien privilégié avec. Donc il y a au niveau des catholiques, il y a donc il y a Rodriguez, on en a parlé, et il y a Delacroix. Celui avec son chapeau en Doritos là. Voilà, lui c'est Delacroix, c'est le père visiteur, donc c'est un rôle très important. Lui c'est un personnage très puissant qui vient régulièrement du Portugal et c'est le chef de du coup. Il représente la papauté. Ouais, c'est ça. Et c'est le chef de Alvito, tu sais, Alvito c'est le plus jeune prêtre qu'on voit parler avec Mariko, c'est celui qui fait un peu deuxième interprète quand Mariko est pas là. Ah, pardon, j'ai touché le bide à Momo avec mon pied. Bref. Voilà, donc lui, il y a Delacroix, c'est le père visiteur qui est accoquiné du coup avec le régent qui est catholique. Et il y a Ferreira qu'on a vu un peu qui est le capitaine du vaisseau noir. Qui lui ne travaille pas pour l'église, il travaille pour la couronne. Lui il doit ramener les marchandises à la lui, il veut juste couronne d'Espagne. Lui il veut rentrer. Donc il est là en fait, vos trucs de machin il est protestant, il faut que le seigneur local il nous donne le pouvoir de naviguer. Moi en fait je rentre, j'ai des ordres et je rentre. Et il déteste Blackthorn, c'est lui qui veut l'abandonner sur la galère en partant d'Osaka. Donc il y a quand même ces aspects religieux qui j'entends que c'est pas ce qui te passionne le plus et c'est pas quelque chose qu'on voit énormément, tu vois, on voit pas beaucoup de prières, on voit pas beaucoup de cérémonies religieuses à proprement parler, c'est pas comme si on était tout le temps à l'église machin, mais c'est important, de le garder en tête parce que c'est ça qui va définir certains des camps quand même et des oppositions quoi, et apporter une tension. Bah par exemple du coup Mariko, on n'a pas beaucoup parlé de Mariko. La scène de cul. Au-delà de la scène de cul, déjà, s'il te plaît, mettons un peu de respect sur Mariko qui n'est pas qu'une scène de cul. Qu'est-ce que tu penses de ce perso ? Je respecte énormément Mariko Sama. Ainsi que Sebzez. Alors non, on n'a pas vu Sebzez et je n'objectifie pas Mariko. Il s'avère que la seule scène de cul de la série c'est Mariko. Bon. Non, il y a celle avec Yabushige là qui regarde. J'appelle pas ça une scène de cul, j'appelle ça du malaise. On a vu plus de tétons en tout cas. Ouais, non mais d'accord, mais faire l'amour pendant qu'il y a un gars qui bout dans un chaudron. Il y a ton boss qui te regarde et qu'il y a un gars qui bout dans un chaudron. Non, c'est pas une scène de cul pour moi, ça c'est non. Mariko, je l'aime beaucoup.
mais je me méfie d'elle en fait. Je l'aime beaucoup parce que. Alors, ça me sort un peu du truc qu'elle parle si bien anglais, je t'avoue. Parce que quel intérêt les. Enfin, où est-ce qu'elle apprend à parler aussi bien Bah, c'est Alvito, c'est Oui, c'est c'est le les prêtre Portugais. qui lui a appris. Mais enfin, je trouve ça genre. Enfin, Ça fait des années, hein, vraiment. elle Genre, a elle a un été niveau, élevée dans l'église catholique. Ok. Bah, donc du coup, ouais, ok. Ok. Et elle est pas bien vieille, tu vois, elle doit avoir la trentaine grand max. Les Portugais et les catholiques sont là depuis plus de 50 ans. Donc c'est possible qu'elle ait, dès l'enfance, qu'on lui ait appris le portugais parce elle a été élevée dans la religion catholique, quoi. Mais ok, ben ça. Enfin, moi je me disais que ça faisait quand même un niveau de portugais assez élevé. Mais non, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Blackthorn. Et en fait, dès le début, il y a un truc de. Bon, frérot, vous allez ken. Petit regard en coin, quoi. La première scène où ils se rencontrent, où ils se regardent, j'étais là. D'autant que. Alors attends, corrige-moi si je me trompe, mais c'est bien son mari à elle qui meurt à la guerre là. Buntaro, tout à Buntaro, fait. ouais. Le mari pas très sympa de Mariko. En fait, c'est le fils de Hiromatsu, le vieux général qui bosse avec Toranaga, là, qui pète la classe, mais son fils c'est un con. Et du coup, bah, c'était un honneur pour Mariko d'être mariée à ce gars-là, et c'est entre autres pour ça qu'elle est dans l'entourage de Toranaga. Ouais. Attends, c'est son fils ou c'est son petit-fils? Je veux juste pas dire de bêtises. T'as une page de notes, c'est abusé. Ouais, j'ai une page de notes. Oui, c'est ça. Pardon. C'est son petit-fils du coup? C'est son fils. D'accord. Et Buntaro, qui n'était pas très sympa avec Mariko, c'est lui qui effectivement était tout seul sur la jetée à retenir les assaillants pour qu'ils puissent s'évader d'Osaka. Je dis juste que selon la tradition hollywoodienne, on l'a pas vu mourir à l'écran. Donc c'est vrai qu'il peut revenir. Mais, et ça peut être si à romance et qu'il repop le bout de son nez, ce sera marrant. L'adultère, c'est réel, quoi. Bah alors déjà ce sera pas marrant pour Mariko. Ce sera du drama. Mais ce sera des grosses barres. T'es là. Imagine Blackthorn, il le voit arriver. Mais de fou, mais ta meuf, elle t'a pas vu pendant des années, peut-être elle croit t'es mort. Et là, tu reviens, elle se fait retourner par un Tom pirate. Hardy. Non, toujours pas Tom Hardy. Mais, Tom Hardy. Bah ouais, Tom Hardy. Tom Hardy, j'aime bien. Non mais donc ouais, en fait cette romance pour moi elle me semblait évidente dès le début de la série, mais elle est plus nuancée et compliquée qu'on pourrait le penser. Parce que donc il y a cette scène, je sais plus c'est dans l'épisode 3 ou 4 où donc effectivement Blackthorn devient Hatamoto. Il a une maison et il a donc une compagne et il est supposé, enfin on suppose que c'est avec cette compagne qu'il va avoir des relations sexuelles et s'il en a envie. Parce qu'il y a tout un truc dans la série aussi de ils veulent tout le temps le faire baiser parce que non mais vraiment mais désolé mais oui il y a... pourquoi tu baises pas, c'est pourquoi tu baiser et vraiment ils sont là en mode you need a pillow et alors le pillow étant la femme I do not want to pillow near her with her no pillowing no. Et donc il y a un moment où on se dit que peut-être bah ouais c'est avec elle qui va ken et donc il y a toute cette scène où il fait sombre et un petit peu tamisé, on voit pas trop après le bain. Après déjà la scène du bain où ouais. genre ah non oui c'est avant ou après je sais plus où elle est là et si on était à Londres après quoi on est au spectacle ah ouais oui c'est vrai qu'il y a la scène où on irait voir la Tamise ah ouais et après je suis là bah dis-lui que tu veux lui sucer non mais en plus toi t'es là tu viens de te mettre à poil pour la première fois volontairement parce qu'elle s'est déjà fait mettre Sgoogie à l'air dans la forêt japonaise t'es là dans les sources chaudes en mode bain thermal t'es trop yimbe et là il y a la go elle arrive en mode oh non je ne pensais pas que vous étiez nus mais non elle s'en fout parce que pour eux c'est hyper la nudité est hyper normale et les bains publics et les bains chauds oui tu vois, mais c'est mixte donc c'est plus lui en tant qu'occidental qui est là oh non je suis tout nu elle est là elle aurait pu venir à n'importe quel autre moment et bon après voilà non c'est culturel Valentin dans la même journée et donc bref il y a cette scène après le soir dans la maison de Blackthorn où on voit qu'il a une relation sexuelle avec une meuf qu'on suppose d'abord être Fujisama parce que tout était présenté comme ça et ils ont un peu même au début ce regard malicieux machin et on se rend compte qu'en fait dans la donc lui il se lève le matin et il dit bonjour à Mariko et non attends ok il y a une femme qui vient le rejoindre la nuit et on pense que c'est Mariko. Lui il sait que c'est Mariko. Lui il pense que c'est Mariko. Il est convaincu que c'est Mariko. Nous on pense que c'est Mariko, ça a l'air d'être Mariko. Ouais. Ok, mais il fait sombre. On sait pas. Voilà. Et donc le matin il se lève et donc il y a Mariko qui est là quoi, il bouffe des céréales et tout tranquille et Mariko il lui dit comment ça va et lui il fait bien dormi je suis plutôt bien dormi puisqu'on a ken la nuit dernière quand même souviens-toi et Mariko elle fait
ah, donc j'imagine que la compagne qu'on vous a assignée vous convient. Et lui, il est en mode, attends, mais c'est dans qui que j'ai mis mon sgoogie là? C'est dans elle ou dans toi? Et donc il y a ce Alors c'est même pas ça, c'est même pas. En fait, ils s'attendent pas forcément à ce qu'il couche avec sa concubine. Ils ont Ok. bien compris que ça a pas l'air d'être son truc, et ils savent aussi que sa concubine. Rappelons que Fujisama, elle vient de perdre son mari Oui. et son bébé de seppuku. Donc Oui. bon, elle a peut-être pas la tête à ça, même si elle le ferait s'il le voulait, parce que c'est son rôle et que ça lui donne une place, comme dit Mariko dans la société. Mais Mariko, elle dit plutôt, on vous a envoyé une courtisane. Donc, Ouais. en fait, parce que c'est aussi le rôle de la concubine de satisfaire le besoin de pillowing de son Mhm, homme, ouais. pas forcément elle-même, mais en lui trouvant des concubines à son goût, Ouais, elle etc. gère la logistique, Et quoi. donc là, Mariko, elle fait pas genre c'est Fujisama qui était là la nuit. Elle fait genre toutes La les courtisane, deux, ouais. on t'a commandé une courtisane Ok, ouais. cette nuit, on s'est dit que ça te ferait plaisir, donc t'étais content. Et lui, il est là. Je sais Mais- quand même que c'était toi, hein. C'était Oui. quand même bien toi, quoi. Oui, oui. Et Elle est là. Chut, chut, dis pas. mais non, je l'aime bien, Mariko. En vrai, je l'aime bien. En vrai, elle est. Je pense que ça va être l'un des persos les plus intelligents et stratèges de la série. Ça se voit. Et en plus, elle a cette carte à jouer que. Bah, elle parle portugais, donc il y a des moments où elle peut savoir des choses et mal les traduire aux autres japonais et personne ne le saura. Mm. Donc, Oui, elle protège Blackthorn parfois quand il fait des impairs et tout. Ouais. Elle est là. Ok, je vais pas traduire exactement ce que t'as dit, je vais traduire autre chose parce que c'est pas malin ce que tu viens de je vais dire. pas traduire bouffeur de riz, non, non, mais ouais, non, il y a ce truc où effectivement c'est marrant de la voir se lier à lui parce que bah, ça va créer des enjeux politiques et des enjeux en plus, donc ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi leur romance, même si j'avoue que premier épisode, je l'ai vu venir parce que voilà, ouais. j'étais là, bon, j'imagine qu'il faut mettre une romance, je suis pas sûre que ça va être mon aspect préféré. C'est toujours pas mon aspect préféré, mais c'est moins pire que ce que je craignais. Et bah, le côté, l'aspect des deux philosophies. En fait, ils déteignent un peu l'un sur l'autre, tu vois. Elle s'occidentalise un peu et il s'orientalise un petit peu à son contact. Et je trouve ça chou de le voir essayer d'apprendre et d'absorber ce qu'elle lui transmet. Et après, en termes de personnage féminin, j'aime beaucoup Mariko parce que bah, déjà, elle sait se battre. C'est une samouraï aussi. Oui, au ça, même c'est titre ouf. que en fait, les femmes sont samouraïs au même titre que les hommes. Et on la voit se battre avec un genre de lance. Donc j'étais contente qu'elle ait une Mhm. scène d'action. Et elle est très forte. Et j'aime beaucoup son côté, sa vie intérieure. Donc c'est Ouais. elle qui explique dans cet épisode à Blackthorn le concept de la clôture 8 fois refermée, où elle dit en gros, nous au Japon, on a un endroit secret en nous, tu vois. L'idée c'est de se retirer oui, ça, derrière la oui, oui. clôture où Ouais. on est seul et où rien ne peut nous atteindre. Et ne vous trompez pas de par notre politesse, notre rigidité, Oui. nos courbettes. Peut-être que quand vous êtes en train de nous parler, on est à 1000 km d'ici, derrière notre clôture. Et je pense que Mariko, elle est beaucoup derrière sa clôture. Ah, et Mariko, ça lui ouais, donne ouais. on sait aussi qu'elle a vécu une tragédie. Pour Ouais. l'instant, on avait juste un flashback d'un homme qui a l'air un peu plus âgé, bataille, flamme. Elle dit qu'elle a subi une grande injustice. Donc on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, il y a du bagage, quoi. Et puis c'est un perso qui reste encore mystérieux, et à quel point est-ce qu'elle va devoir rester loyale à Toranaga? Enfin, tu vois, c'est ouais, Loyal à Toranaga, loyal à Blackthorn, loyal à l'église catholique. Tu vois, C'est c'est vrai. est-ce que je suis mon. En gros, elle a 3 cœurs, quoi. Elle a le cœur de samouraï, Ouais. elle a le cœur amoureux et elle a le cœur religieux. Plus. Le cœur et l'argent du cœur. Et non. cul de la crémière. Mais ouais, et en plus, il y a ce truc où c'est vrai que c'est un arc dont on n'a pas forcément parlé dans leur relation, mais Blackthorn en fait enfin c'est pas qu'il essaie activement, mais il tente de faire comprendre à Mariko que en fait, bah regarde, les cathos c'est un peu des connards, pourquoi tu serais pas protestante comme moi? Et il tente de lui prouver aussi qu'il n'y a pas une forme de chrétienté et que voilà. Oui, et que les Portugais catholiques ont aussi un intérêt, au même titre que les protestants et la couronne britannique, sur le Japon, et qu'on n'est pas juste là pour faire des voyages et des échanges culturels. Très clairement. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'action. Parce que c'est quand même une série où il y a de l'action, et toi je sais que t'aimes bien la bagarre, t'aimes bien l'action et tout. Qu'est-ce que tu penses de l'action? Comment elle est filmée? Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce que tu kiffes les scènes d'action? Donc on a de l'action navale, Bah il y a on a beaucoup de l'action d'action navale, bataille, ouais. épée dans la forêt là. Bah ça c'était pas, ouais, alors c'était de l'action, mais c'était de l'action surprise, genre c'était C'était une embuscade. c'était une embuscade, donc il n'y a pas eu tant de bataille, c'était unilatéral, ils se sont juste fait décapiter, quoi. Bah non, c'est là où Mariko, etc., elle s'est battue, et en fait, Blackthorn, etc. Ah oui, c'est vrai. Et oui, il y a sur la route en sortant d'Osaka, tout à fait, oui. ils se sont fait attaquer de nuit Par oui. par des bandits envoyés par Ishido, Oui. même s'il ne l'admet pas, pour essayer de les empêcher d'atteindre le bateau.
Non, mais alors cette scène-là est très bien, d'autant qu'en plus t'as tout l'aspect combat d'archer contre combat de mêlée, et donc c'est une scène de nuit et tu vois les flèches enflammées qui fusent à travers les arbres. En vrai, ça c'est vraiment très cool. Et c'est une scène de nuit et tu vois ce qui se passe. Ce qui est quand même Game pas dans of toutes Thrones, les séries. coup de Les scènes de never. bagarre la nuit, voilà. Il y a aussi les scènes effectivement de bataille navale que moi je trouve carrément cool, et au-delà des sans forcément parler de bataille navale, tout ce qui se passe sur les bateaux, je trouve c'est bien monté, c'est bien filmé, c'est genre déjà c'est intéressant aussi parce que tu vois les différents types de bateaux. Les bateaux japonais ne sont pas les bateaux occidentaux, et on le voit aussi parce que Blackthorn, Blackthorn il découvre qu'il y a des mecs qui rament. Et il est là en mode mais attends, mais Du coup, vous avancez même s'il n'y a pas de vent. c'est pas des esclaves. Non, c'est leur métier, ils sont samouraïs et tout. Ah d'accord, très bien, c'est chaud, ils sont payés et tout. Ah d'accord. Ils rament bien. Hein. Ah, ils rament bien. On dit de ramer, ils rament. Hein. Ah bah ils sont polis, hein, donc ça... Ils sont en rythme. Hein. Ah bah ouais, et puis ils sont à l'heure. Hein. Tu Les cheveux, ils sont bien coiffés. Hein. peux laisser ta pagaie sur une table, personne vient piquer ta... Bref. Non. Petit contexte, non mais après les gens ils savent pas. Petit contexte, si jamais vous vous interrogez sur pourquoi on répète tout le temps que les trains sont à l'heure et que tu peux laisser des trucs sur la table, c'est on ironise sur le cliché des gens des occidentaux qui disent que tout est mieux au Japon, notamment parce que au Japon les trains et les métros ils sont à l'heure. Au Japon il n'y a pas de criminalité, tu peux laisser ton téléphone sur la table et aller prendre ton café, personne va te le voler, bla bla bla. C'est le cliché de ton cousin Maxime qui va passer une semaine au Japon et qui est là. Non mais c'est une autre culture. Hein. Ouais, qui est là, non mais c'est vraiment mieux. Quoi. C'est vraiment mieux. Puis non, puis voilà. ils ont vraiment tout dans le cœur quoi. On m'appelle les bandeurs de Japon. Ouais. Mais bon voilà, bref. Donc Blackthorn devient petit à petit un bandeur de Japon. Mais de fou, il devient mais en fait. En Angleterre, il est trop chiant. Ah mais il va ouvrir un sushi shop. Sushi fusion. Ah non, horrible. Et donc il y a ces scènes de bataille navale et de bateau là. Il y a même la course poursuite effectivement en bateau, je la trouve très bien. Les scènes d'action sont en fait, c'est pas pour l'instant de la grande bataille, c'est pas du Minas Tirith, c'est pas des trucs avec des dizaines et des dizaines de. Non, c'est pas des armées qui s'affrontent. Il y a par exemple parce qu'on est avant la guerre. On est avant la guerre. Après, je pense que ça va partir sale en couille, mais pour l'instant, c'est effectivement assez en retenue et en embuscade. D'où justement dans l'épisode 2, je crois, la scène de l'assassinat, où en gros, quand Ishido réalise que Blackthorn est chez Toranaga. Il mandate un assassin qui est en fait la femme de ménage de Toranaga dans la maison, et donc cette meuf là d'un coup hop se met à sortir un couteau et tente d'assassiner. On croit qu'elle va assassiner Toranaga, mais en fait elle ne vient pas pour Toranaga, elle vient pour le barbare. Elle vient pour Anjin-san. Et même cette scène là elle est vraiment très bien, je trouve. Elle est trop cool. Scène d'action très cool, et en plus la meuf est badass de fou. Elle est en mode Hitman. Elle s'en bat les couilles hein. Vraiment c'est elle est là pour un objectif, c'est tuer le gars. Et il y a tout ce truc où je trouve qu'ils ont amené dans les scènes d'action pas mal le côté moral et le côté code d'honneur qu'on associe généralement à cette époque du Japon, et même aux Japonais en général, tu vois, d'un point de vue militaire. Il y a ce truc par exemple où quand le mari de Mariko Buntaro sur la jetée se fait encercler et on suppose qu'il est mort. Il y a tout ce truc où en fait il est encerclé par 50 gars qui vraiment ils ont jusqu'à ils lui mettent une pichenette, le mec est mort. Ils sont 50, il est 1, c'est très Les chances sont pas dingues. Alors non, cela dit, en vrai c'est un samouraï entraîné et face à lui c'est pas mal de bandits, de villageois, donc il y a un peu un côté il peut les contenir, mais c'est 15 émeutiers contre un flic en tenue de CRS, tu vois. Mais ils ont aucune raison d'attendre de ne pas, enfin ils n'attaquent pas parce qu'il y a un moment où ils se rendent compte que le mec est seul et le bateau part sans lui, le bateau l'abandonne et ne peut pas le récupérer. Et donc il dit au revoir à sa femme en la regardant, et il dit au revoir à Toranaga. Il dit surtout au revoir à Toranaga, et après un petit peu vite fait on croit, ah oui t'es là toi, salut. Voilà, il dit au revoir à la meuf sur le bateau là, durant cette scène là les autres, les bandits, les brigands ne l'attaquent pas, et donc il y a tout ce truc d'honneur. Et pareil avec l'assassine qui vient tuer, enfin qui vient tenter de tuer Blackthorn. Il y a tout un truc où à la fin, quand elle sait qu'elle se fait serrer et que c'est terminé pour elle, il la tue pas directement, tu vois, il l'éloigne un peu, enfin je trouve ça bien. En fait je trouve que les combats racontent des choses et c'est pas juste des combats où on va se taper sur la gueule. Oui, ça change un peu de justement tout ce Moyen-Âge occidental qu'on a l'habitude de voir. Là c'est d'autres chorégraphies, c'est d'autres styles de combat, c'est d'autres armes. Et ça explique aussi pourquoi ils utilisent relativement peu les mousquets, les canons, etc. Il y a déjà qu'ils en ont pas énormément. Les guns aussi, et il y a un peu cette idée de... c'est d'ailleurs un des
une des victimes des coups de canon dans l'épisode 4 le dit avant de mourir, c'est pas comme ça que les samouraïs se battent. Tu te bats avec un homme au corps à corps, pas de loin, en le tuant sans qu'il comprenne même pas ce qui lui est arrivé. Il considère ça comme de la triche, quoi, tu vois. Comme de la lâcheté, voilà. C'est pas honorable. C'est pas une façon. Momo, va-t'en du clavier, allez. Ah, désolé pour l'intrusion du chat. C'est pas honorable. Voilà, donc, c'est aussi ça qui explique qu'ils ont pas un usage des armes à feu aussi développé que d'autres pays à l'époque. Mais donc non, moi les scènes d'action pour l'instant j'aime bien et j'attends d'en voir plus parce que je sais qu'elles vont arriver. Ok. J'imagine qu'elles vont arriver et ouais, enfin curieux du côté gore et déjà on a vu un mec bouillir, on a vu des mecs décapités. Un peu curieux de voir comment ça va être représenté dans les batailles. Mais non, saucé aussi par le côté action. Même si moi, pour l'instant, c'est vrai que dans la série, c'est plus le côté politique qui m'intéresse et l'action, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais non, c'est plus la politique pour l'instant qui se joue vraiment, quoi. Yes. J'ai reçu une question de notre cher Justin, un très bon ami et passionné du Japon, qui ne comprend pas. Alors, je vais vous lire sa question. Elle est en caps lock. Et Blackthorn, d'où tu veux aller chercher tes potes et ton bateau alors qu'on te file un statut à ta moto, une petite femme et 240 fucking koku par an? Et je me suis dit, est-ce que tu sais ce qu'est un koku? Ah, alors bah non. Eh bien, un koku, c'est une ration, c'est la dose de riz ou l'équivalent de la dose de riz qui nourrit une personne pendant 1 an. Et en gros, c'est comme ça qu'on calcule les salaires. C'est avec un koku, c'est une dose de riz pour qu'une personne puisse vivre pendant 1 an. Et attends, après, mais lui, il a 240 koku? Ouais. Mais c'est beaucoup de rations de beaucoup de riz? Oui. Il est riche. C'est comme s'il avait 240 pièces d'or. Mais attends, mais il pourra même pas manger tout ce riz. Il est là, I don't want your damn cuckoos. Lui, il veut rentrer en vrai. Il est là. Non, mais en fait, je suis toujours un otage là. Je suis dans l'hôtel 5 étoiles, mais je suis toujours un otage. Et c'est pas. Il a raison. Et c'est une façon de. Oui, d'accord. Il a une belle chambre. Il a l'hôtel 5 étoiles de Disneyland, mais il reste quand même prisonnier, tu vois. Bah oui, clairement, il peut pas partir tant que Toranaga le laisse pas partir. Et il commence à s'en rendre compte. Le koku, c'est une ration de riz. Ouais. Ah, d'accord. Putain, mais ils font quoi tout ce riz? Genre, mais non, mais c'est pas une. Il l'entrepose où? Mais non, mais lui, il a pas 240 tonnes de riz. C'est avec un. C'est la mesure. T'as l'air saoulé. Je vais chercher. Non, mais je me dis, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'expliquer. Mais tu peux c'est avoir un koku en or, tu vois, et c'est l'or qui suffirait un koku égale la valeur de une. À acheter assez de riz pour nourrir une personne pendant 1 année. Et pourquoi il leur file pas directement le riz? Bah parce que des fois c'est pas pratique d'avoir des kilos de riz à transporter, par exemple. Des fois t'es là, mais non, mais je vais juste à Osaka m'acheter des manteaux, j'aimerais bien avoir ce riz mais être plus transportable. Et ils sont là, connais-tu la monnaie? Et voilà. C'est vrai. Ils sont là pour qu'on fait pas du troc, tu vois. C'est vrai. Ok. Putain. Un koku de riz pèse environ 150 kilos. Ah, mais attends, mais c'est pas mal. Il est maxi riche. Le koku permettait de mesurer la richesse et le nombre de personnes à la disposition des seigneurs qui cherchaient à étendre leurs terres et leur pouvoir. En effet, la forme usuelle pour employer un samouraï ou un serviteur était de lui allouer une rente en koku en guise de salaire. Le koku était donc une mesure de la force humaine, militaire ou civile qu'un seigneur pouvait mobiliser. D'accord, oui. Voilà. C'est ok, ouais. Mais donc effectivement, il est blindax. Il Ah bah il est royal, c'est le roi du pétrole. Hein. Mais il en a marre de manger des sushis et du natto, qui est donc du soja fermenté qui goûte dans le dernier épisode là. Et il a un peu envie de rentrer voir sa bonne reine, Elisabeth. Oui. Victoria, Elisabeth, je crois. Il a plus envie de voir la bonne reine que la bonne femme, quoi. J'ai l'impression. On arrive à la fin, je pense, de ce débrief. Est-ce que tu as quelques prédictions ou choses que tu as envie de voir dans la suite? Donc là, on s'arrête, comme on l'a dit, sur un moment choc de l'épisode 4, avec peut-être cette attaque cette attaque en traître qui va précipiter la guerre. Est-ce que tu as des prédictions, des envies? Bien sûr, je garderai ma poker face en tant que personne qui a lu le livre. Cela dit, je me rends pas compte à quel point ils vont coller au livre ou s'en éloigner, même pour les gros trucs de l'intrigue, donc on verra. Alors moi, il y a 2 choses. Déjà, j'ai très envie. J'aime bien toutes les scènes où il prend la peine de... Tu vois, par exemple, il y avait cette scène dans le bateau où il dit au samouraï de ramer. Et il a appris le mot en japonais pour dire ramer. Et je trouve que les scènes où il est commandant de troupes, où il commande les japonais, je les trouve trop cool. Et donc là, j'espère qu'il y aura une scène où il va commander les canonniers japonais. Notamment pour se défendre face au gars d'Ishido. Il y a une préparation paiement dans l'épisode 2 ou 3 là, et celle-là je l'oublie pas, je sais qu'elle va arriver avant l'épisode 10. Tu sais, c'est Toranaga, je crois.
il a rêvé une armure là et il l'a faite. C'est son armure de cœur en mode il a vraiment son armure. Il a fait fabriquer l'armure qu'il a vue en rêve. À quel point c'est connard. cool. Non, un connard. Moi je rêve que j'ai un train à prendre et que je suis en retard. Non, mais moi je peux pas. Moi cette nuit j'ai rêvé qu'il y avait un insecte dans le bureau. C'est ça mes rêves. J'ai rêvé qu'il y avait un insecte comme un pancake. Mais avec des ailes de papillon. Et moi je fais des rêves de merde. Il rêve d'une armure de samouraï. Mais lui trop il peut se lever. Et il a encore les crottes dans les yeux là, il a encore la semoule oculaire et il peut se lever et dire à quelqu'un dont c'est le métier, frérot j'ai rêvé une armure, fabrique-la moi. Peut-être même qu'il l'a dessinée lui-même, tu sais. Mais non, il dessine pas lui, il a dit à quelqu'un de... Bref. Donc t'as hâte de voir Toranaga se battre. Et je pense qu'il va mourir dans cette armure. Ok. Je pense qu'il va mourir dans cette armure. Je pense qu'il va devoir la mettre et il va mourir. Et c'est ça ma... Et donc là, à ce moment... Et aussi il y a ce truc de... Pour l'instant... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la série s'appelle Shogun. Et c'est intéressant parce que ça va sûrement être amené au fil du temps. Et voilà, notamment quand ils vont aller, je pense, au camp de Macao. Mais pour l'instant, l'aspect, la shogunnerie n'est pas encore pleinement arrivé. Et j'ai hâte de ça. Parce que, on craint le shogun comme cette espèce de... Je crois que Shogun, c'est au-dessus de Taiko. Ouais. Et c'est et il n'y en a pas depuis longtemps. Il n'y en a pas depuis longtemps. C'est censé être le pacificateur des barbares, un truc comme ça. Et il me semble qu'après, plus tard, en fait, le shogun est devenu... au-delà de ça, il est devenu, dans l'histoire militaire japonaise, le gérant des armées, quoi, le dictateur militaire. T'avais le chef des forces armées. T'avais l'empereur de Jure, le ministre de la Défense. Plus que ça. Michel Alliot-Marie, un peu. Un peu. Non, là, tu m'énerves. C'est une série sur Michel Alliot-Marie, Shogun. Non, mais donc, ouais, j'attends de voir cette armure-là popper. J'ai étrangement pas envie que... Ça y est, j'ai oublié son nom. Tu m'as fait douter. Yabushige. Yabushige. Maintenant, j'ai pas envie de le voir mourir. Alors qu'à l'épisode 1, j'avais très envie de le voir. Mais maintenant, j'ai envie d'aller boire du saké avec lui. Et surtout, j'ai hâte de l'évolution de Blackthorn. Parce que je pense qu'il va prendre en galon, il va prendre en bagou. Là, notamment, il porte l'épée, ce qu'il ne faisait pas au début. Et la double épée. Et les Japonais sont choc barre de fou parce qu'ils sont en mode frérot, mais d'où tu portes l'épée il est Hatamoto. Un Hatamoto doit avoir ses épées. Il y a 3 jours, il savait même pas ce que c'était un Hatamoto. Il y a 3 jours, on lui versait du poisson dessus. Donc bon. Mais donc, j'ai hâte de voir la place qu'il va prendre dans la bataille et j'adore voir la relation de confiance évoluer entre lui et Toranaga. Voilà, j'attends le moment où on va recroiser Velasquez, là, Rodriguez, parce qu'en vrai, il est trop bien et je sais qu'on va le recroiser un moment. Et ouais, j'ai un peu envie que les catholiques, tu vois, j'ai un peu envie qu'on leur tape dessus, quoi. L'autre avec son chapeau en Doritos noir, là, lui, j'ai un peu envie qu'on lui casse un bras, tu vois. Il y a une autre préparation paiement, c'est que maintenant Fujisama, elle a 2 flingues, parce qu'elle a pris et elle garde les flingues de Blackthorn. Et moi, je suis là, j'oublie pas que cette meuf, elle a rien à perdre et 2 flingues. Le jour où elle va apprendre que c'est Mariko qui l'a ken. Ah non, mais ça, elle le sait. Ouais, je sais. Elle s'en fout. Je sais, je rigole. Je sais pas, je me rends pas compte à quel point c'est confus pour toi, cette intrigue. Ok, je ne vais évidemment pas dire mes prévisions puisque j'ai lu le livre, mais c'est peut-être intéressant par contre de te dire Shogun, c'est une mini-série. Saison 1, c'est le livre. Il n'y a pas de saison 2. Donc l'intrigue va être bouclée. Donc il est possible que Blackthorn meure à la fin, que ils partent pour toujours rentrer en Angleterre, on sait pas. Oui, mais ils ont confirmé qu'il n'y aura pas de saison 2. Oh non. Donc, mais ce qui veut pas dire, en fait, il n'y aura pas de suite à cette histoire. Après, dans ce qui a fini par être appelé la Asian Saga, la saga asiatique, qui est donc tous les bouquins écrits après Shogun par l'auteur James Clavell. Puisque le premier avait cartonné, ça se passe à différentes époques du Japon, donc c'est pas genre Toranaga et Blackthorn la suite, mais ils ont aussi eu beaucoup de succès, donc ils pourront faire un peu une série d'anthologie. Tu vois, Shogun saison 2 sera peut-être une autre genre 1700, un autre seigneur, American Horror Story du Japon, quoi. Voilà. Ou The Crown un petit peu qui se passe sur des décennies différentes. Donc voilà, il y aura pas de saison 2 à cette intrigue, ce qui veut dire que dans 6 épisodes, on a fini. On a fini et on saura le destin de tous ces personnages, ça va être cool. Oh là là, c'est dur. Ah mais attends, mais il peut se passer trop de choses. 6 épisodes, c'est pas beaucoup d'épisodes. Ok. Ça va être cool. Je suis hooked. Alright, écoute, merci Nodus. Merci mon cher Valentin d'avoir fait ce débrief Shogun avec moi. Trop content et trop hâte des débriefs suivants. Franchement, c'est une série que j'aime bien et j'aime trop en parler avec toi. J'ai fait mes devoirs en plus, j'ai vraiment pris des notes et j'ai essayé de 9 onglets.
Alors ouais, après bon, 9 onglets mais 2 utiles hein. Soyons honnêtes, il y avait genre 7 fois un onglet. Quand j'ai ouvert l'onglet sur le harakiri, j'aurais cliqué sur 8 trucs donc bon. Mais non, ouais, c'est trop bien. Et matez Shogun si ça vous intrigue et si voilà ce qu'on a essayé de vous véhiculer là et de vous dire là, ça vous intrigue. N'hésitez pas, même si c'est un petit peu intimidant au début. Et voilà, obstinez-vous un peu et ouais, c'est vraiment trop cool quoi. Yes. Et du coup, on va essayer de vous donner rendez-vous toutes les semaines pendant les 6 épisodes de Shogun qui restent pour des débriefs qui seront pas forcément aussi longs, puisque là on avait quand même 4 épisodes à rattraper, mais qui sortiront sur ce flux de podcast. Vous pouvez retrouver Nodus sur les internets, les liens sont dans la description. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, en podcast, sur Patreon, dans le Book Club et le K, qui sont respectivement un Book Club et des ateliers d'écriture que j'ai co-créés avec Kalindi Rampfel, et chaque lundi au micro du Fab et Mimi Show. Voilà, tout est à retrouver dans la description. Des gros bisous et sayonara. Ah non mais non, tu peux pas. Trop tard, je l'ai fait. Tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça aux gens. Non. T'as commencé avec Tokyo Drift, frère. Non mais j'ai pas commencé le podcast en disant arigato osaimasu, tu vois, enfin genre J'ai l'intro. coupe Allez, coupe, ciao.